Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Ah, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient ? Avec moi, aujourd'hui, une légende raconte que son rire pourrait guérir 80% des maladies, mais la surdité et la folie seraient un des effets secondaires. C'est mon ami Greg. Salut Greg, comment vas-tu ? C'est quoi, ça va ? Comment vas-tu ? Oui, ça va et toi ? Ouais, ça va bien. On a des beaux invités aujourd'hui, encore une fois. Comme d'habitude, écoute, on va commencer. Déjà, on reçoit la rouquine la plus célèbre de tout le paysage podcastique francophone. Absolument. Stéphane Boulet. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Tu dis ça pour la barbe en fait, c'est pour ça. Comment vas-tu papa ? Écoute, ça va bien, merci pour l'invitation, Mais effectivement, fut une époque, j'étais rouquin moi aussi, sachez-le. Une légende raconte qu'à une époque, j'avais des cheveux et ils étaient roux. Donc comme quoi. Mais je l'avais déjà entendu dans les anecdotes, j'ai suivi un peu ta vie exprès pour cette émission. Est-ce qu'il fait froid chez toi pour le moment ? Étrangement, non, il ne fait pas très froid. Non, on est plutôt dans une période de transition. Je pense que le printemps va pointer le bout de son nez dans pas longtemps. Ici, nous en Belgique, on a froid. Sinon, tu ne seras pas seul aujourd'hui, mon ami. C'est vrai. On a la voix féminine et la petite douceur de Parlons Péloche, Béa. Bonjour Béa, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec vous. Ah, on va bien s'amuser aujourd'hui. J'espère. Et tu vas me dire pourquoi on va parler de qui aujourd'hui ? Parce qu'on va parler de Tom Cruise. Ah, t'étais contente quand je te l'ai proposé. Oui. J'avoue. On se demanderait bien pourquoi. Tu serais pas un peu amoureuse de Tom Cruise quelque part ? Un petit peu. Non, je suis admirative de son parcours. Voilà. Non, voilà, je vais essayer de pas faire la midinette pour avoir un peu de crédibilité dans ce que je dis. Mais on va avoir quelques longues minutes pour pouvoir en parler. Mais oui, non, je trouve que... Enfin bon, on va en parler. On va parler. Non, te laisser te débattre, c'était trop mignon. Elle en peut plus. Pardon, Greg ? Elle en peut plus. Oui. Non, quand quelqu'un s'embrouille, on le laisse parce que c'est toujours rigolo. Quand ça nous arrive, on n'aime pas, mais quand c'est des autres, on rigole. Votre première rencontre avec Tom Cruise, Greg, le premier film que tu as vu de lui, qu'est-ce que c'était ? Le premier film, c'était La Guerre des Mondes, en fait. Et tard, toi. D'accord. C'est vrai que voilà. Il est plus jeune que nous, Greg. Hein. Il n'est pas de la même génération. Non. Le tout premier film que j'ai vu, c'était La Guerre des Mondes. Et voilà. Et après, bon, j'en ai enchaîné quelques-uns. C'est pas mon acteur préféré, donc j'en ai pas vu énormément. Mais La Guerre des Mondes, je l'avais vu parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce film ? En plus, j'avais entendu parler, du coup, adapté du livre. Et puis, j'aime bien la science-fiction. Donc, Voilà, ça résume un petit peu pourquoi je me suis laissé porter par monsieur Top Cruise. Moi, j'allais l'appeler Top Cruise. Voilà. Béa, toi, je suppose que ça devait être un petit Top Gun, par exemple. Tout à fait. Oui. C'était Top Gun que j'ai vu au cinéma à sa sortie. Puisque donc j'ai un peu plus de 20 ans. Et juste, pour le coup, à cette époque-là, j'étais à fond sur Rob Lowe. J'étais gamine, donc et j'allais déjà beaucoup au cinéma et Tom Cruise, c'était pas pour le coup un coup de foudre. Je faisais pas partie des midinettes sur Tom Cruise. Mais j'avais beaucoup aimé Top Gun, mais en tout cas, c'est pas là où je me suis dit, ah tiens. Ça a été après, ça. Oui, c'est venu après. C'est venu après. Papa, toi, ta première rencontre avec lui, tu t'en rappelles ?
Bah ouais, je suis pas très original, c'était aussi Top Gun, donc bon, pas à la sortie, mais c'est le premier film que j'avais vu de lui. Forcément, t'es un petit garçon, un film avec des avions, bon bah tu te dis ouais, ok, forcément bon, je suis client. Mais par contre, assez rapidement, peu de temps après, le premier film qui m'a vraiment marqué, parce que je pense que j'avais pas trop calculé forcément que c'était Tom Cruise, enfin je veux dire Tom Cruise ou un autre, au moment où je l'ai vu, c'était pas grand-chose. Mais le film de lui qui m'avait le plus marqué quand j'étais gamin, c'était Rain Man en fait. Bah moi c'est exactement pareil, c'est le premier de Barry que j'ai Levinson, vu, voilà. et voilà, j'étais tombé amoureux de Dustin Hoffman qui était extraordinaire dans ce film-là, et je trouvais que le gamin qui lui donnait la réplique, il tenait bien, il m'avait déjà impressionné à l'époque. Donc voilà, j'ai vu Top Gun très tard. Moi, c'est un film que j'avais pas trop envie de voir parce que justement, il y avait toutes les filles à l'école qui en parlaient. Ah, il est trop beau, il est trop beau. Et voilà, j'avais pas envie de le voir par jalousie parce que j'étais un petit connard. Mais alors lui aussi, donc ça finalement ça, tu vois, ça compense. oui, c'est vrai. Mais il était pas encore un connard à ce moment-là. Tom. Ah, il était un petit peu arrogant, c'était. Oui, il avait un rôle quand même un petit peu arrogant, oui. Oui, tout à fait. mais voilà. Mais voilà, oui, quand tu le revois quand même, c'est. Ah oui. C'est un type, t'as envie de le claquer quand même. Mais je crois qu'on lui a demandé, hein. On lui a demandé. Mais on va arriver à Top Gun. Voilà, on va en parler. Parce que c'est un film. Donc, Tom Cruise, il est né en 1962 à Syracuse. Donc, c'est un enfant qui a changé énormément d'école. C'est un enfant analphabète. Il a eu beaucoup de soucis et il a vraiment eu de la chance d'en arriver là où il est. Donc, est-ce que vous connaissez un petit peu sa vie enfant? En fait, apparemment, c'est son père qui a abandonné sa mère, et donc qui a abandonné la famille. Donc, il s'est retrouvé avec effectivement avec je crois que c'est ses sœurs. Je crois pas qu'il ait de frères, donc je crois qu'il a des sœurs et juste avec sa mère. 3 sœurs. Voilà. Et ils avaient pas de thunes. C'était pas, effectivement, il a été dans plein d'écoles. Alors je pense pas qu'il était analphabète. Je crois qu'il était dyslexique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui, mais la dyslexie, en fait, c'était une très grosse dyslexie, donc il ne savait pas lire, tout simplement. Okay. Il voyait toutes les lettres mélangées, donc jusque très tard, il ne savait pas lire. C'est assez fou. Donc voilà de ce que je sais du petit. Ah oui, si, et je sais aussi qu'il voulait, au départ, il voulait être plutôt sportif de haut niveau, et c'est un peu par hasard en fait qu'il est devenu acteur en fait. Sa petite taille n'avait pas joué. Voilà, sa petite taille n'avait pas joué, donc on se moquait souvent de lui. Et c'est devenu vraiment un athlète. Donc il était footballeur américain. Ensuite, il a fait de la lutte où il était à un très très bon niveau. C'était même assez impressionnant. C'est ce qui l'a un peu aidé à avoir le corps qu'il a maintenant, hein, parce que quand on fait cette taille-là, on est obligé, si on veut percer à Hollywood, on est obligé de se tailler un petit corps d'athlète. Il l'a fait et il est quand même bien foutu, on peut dire. Mais c'était un homme pour moi, je fais 1m57, moi c'était parfait. C'était parfait. À hauteur des yeux. À hauteur des yeux, c'est parfait. S'il écoute l'émission, on lui dira, voilà, je lui donnerai ton Skype. Oui. Donc garde bien ton Skype allumé. D'accord. Donc il est rentré une fois au théâtre et après sa première pièce, il a décidé d'être acteur. Après la première ovation qu'il a reçue, un seul rôle, et il est parti à Hollywood et il s'était donné 10 ans, mais en fait ça a été beaucoup plus vite que prévu. Donc en moins d'1 an, il avait déjà été dans des comédies comme Taps, Outsider, mais c'est vraiment, il a explosé auprès de la critique, c'est avec Risky Business. Hein, papa? Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Risky Business, en fait, c'est effectivement une conjecture assez folle en termes de carrière, en fait. C'est-à-dire que le film, c'est un film de 1983. On est en plein dans l'Amérique triomphante des années 80. Voilà, le rêve américain qui se concrétise pour chaque Américain moyen. Bon. Alors, il était un tout petit peu plus nuancé, mais disons que c'est un peu ce qui domine Hollywood. Et Risky Business, c'est l'histoire en fait d'un jeune lycéen qui va finalement se hisser dans la haute sphère de la société américaine, et ils avaient besoin d'un nouveau visage, ou en tout cas d'un acteur qui soit vraiment pas connu du grand public pour incarner ça. Tom Cruise arrive, il a pile l'âge,
et il a cette espèce de beauté adolescente qui insolente, presque insolente, presque surréelle en fait. Il y a vraiment un côté voilà, c'est si à un moment donné le ministère de la propagande des États-Unis devait dessiner le jeune américain idéal, il dessinait Tom Cruise en fait, oui. En dehors de la taille éventuellement, mais je veux dire voilà, il était beau, il était bien gaulé, il a ce petit sourire, enfin voilà, il a tout ce charme que l'Amérique voulait communiquer, et donc du coup il était là au bon moment. Et le fait est qu'en plus, dans Risky Business, il se donne à fond la caisse. Enfin, je veux dire que c'est un véritable Tom Cruise show. Dès ce film-là, il est à 100%. La scène de la danse qu'on a revue après plus tard. Enfin, c'est une scène, c'est une scène culte en fait. C'est culte. Ouais, c'est devenu une scène complètement, culte. Mais alors, il a vraiment explosé aux yeux du grand public. Donc c'était avec Top Gun, donc un film qui a émoustillé pas mal d'adolescentes et qui a fait se questionner pas mal de garçons sur leur sexualité. Il était beau dans Top Gun, hein, quand il jouait Brett Maverick. Quand il était évidemment, surtout qu'en plus, je veux dire, le casting de Top Gun en fait, parce que t'avais Tom Cruise d'un côté, mais t'avais quand même aussi. Il y a Val Kilmer quand même. Voilà, il y a quand même Val Kilmer qui était aussi quand même au top de sa beauté à l'époque. C'est un secret pour personne. Ce film était en partie une sorte de film de propagande pour le recrutement de l'armée de l'air, et évidemment qu'ils ont placé des acteurs. Enfin, voilà, n'importe quel jeune de 17 ans, à un moment donné, finalement Top Gun, c'est cette promesse-là, c'est tu seras aussi beau, aussi arrogant, et t'auras autant de réussite que ces types-là. Mais ça a marché, ça a marché. Rob Lowe avait été... Béa, tu savais que Rob Lowe avait été sondé avant Tom Cruise pour le rôle ? Non, je pense vraiment, mais ça pourra faire l'objet d'une autre émission, mais je pense que Rob Lowe n'a clairement pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Mais vraiment. On est bien d'accord. Mais le rôle avait été... Donc le rôle, il avait été proposé à Travolta, à Michael J. Fox, à Matthew Broderick, et le plus drôle, c'était Jim Carrey, quoi. J'imagine. Ça aurait donné carrément autre chose. Tu sais qui était pressenti pour réaliser Top Gun à la base ? Non, dis-moi. John Carpenter. Oh. Sérieux ? Mais ça devrait donner autre chose, quoi. Mais les mecs, j'ai envie de voir. Ils sont allés voir John Carpenter avec le script et il leur a dit mais c'est quoi votre merde où les Américains gagnent à la fin et les communistes c'est les méchants, je veux surtout pas réaliser ça. Donc en termes d'opportunités de carrière complètement ratées, en tout cas de pur carriérisme on va dire, ça se pose là. Le scénario ne devait pas être génial au départ vu que tous les acteurs ont refusé et que Tom Cruise avait refusé aussi. Ils ont dû lui proposer $1 million, ce qui à l'époque était énorme, surtout pour un tout jeune, pour qu'il accepte, sinon personne ne voulait du rôle de Top Gun. Et alors, beaucoup ont dû le regretter, mais... du coup, il a été obligé, comme il s'était payé très cher, de montrer son corps un petit peu, comme il savait bien le faire. Mais non, mais par contre... Il refusait justement pour ça. Il était dégoûté du nombre de scènes de vestiaire où il devait montrer ses muscles. Mais en échange, ce qu'il a obtenu, c'est d'avoir un droit de regard sur le scénario. Et justement, par rapport au personnage, il a vraiment poussé... il a vraiment tout regardé pour que justement son personnage ait un peu plus de matière et d'épaisseur pour le travailler, quoi. Et en fait, il voulait pas devenir juste... il avait déjà des ambitions d'acteur, et donc il voulait pas juste être un mec qui faisait un film d'action de plus. Et d'ailleurs, quand on lui a proposé la suite... il a dit non au départ. Ouais, mais effectivement, c'est ça qui est très intéressant, comme tu le soulignes, BS, c'est que là, on parle effectivement de Top Gun en 86, on est 3 ans après Risky Business seulement, on est 5 ans après son premier film, qui était Un amour infini, dans lequel il faisait d'ailleurs un caméo, enfin pas un caméo, mais il faisait un petit rôle d'un sportif beau gosse. Il a déjà effectivement cette logique de Tom Cruise, le personnage, c'est-à-dire que on parlait justement de son côté dyslexique, du fait qu'il a été élevé dans une famille qui avait des difficultés financières, où il a dû beaucoup déménager, etc. Déjà, il avait cette conscience que Tom Cruise,
l'acteur c'était quelque chose, mais que en plus Tom Cruise, le personnage, devait aussi être quelque chose de très important, et que du coup le film Top Gun, finalement, ce droit de regard, en fait, quand il pense, c'est complètement fou. Filer un droit de regard et un salaire pareil pour un type qui, il était tout jeune, hein. débarque. Je sais pas quel âge il avait, là, voilà. mais ouais, il devait avoir oui, c'est ça. 23 ans, voilà, c'est ça, 23, 24 ans. C'est ça. Voilà. Et il avait à la fois ce culot, et en même temps, c'est finalement cette vista, finalement, de se dire, ça va être le projet clé qui va faire qu'à un moment donné, le personnage, le personnage hollywoodien Tom Cruise va commencer à se construire, parce que voilà, cette volonté déjà de plonger dans le scénario au lieu de se lancer aveuglément, elle est déjà, et c'est ce qui va après déterminer une partie de sa carrière, si ce n'est même toute sa carrière. Enfin, je veux dire, on en reparlera quand on parlera de Mission Impossible, mais Mission Impossible, c'est ça, quoi. C'est le véhicule pour Tom Cruise en tant que personnage public. Et non seulement ça, mais c'est là où on voit que l'icône. Alors, t'en parlais tout à l'heure, Chris, du fait qu'il y a eu beaucoup d'enrôlement dans la Navy, en fait. Mais même au niveau 500%. Non, mais plus, c'est un truc de dingue, quoi. Et les Ray-Ban, elles ont pareil, les ventes des Ray-Ban qui ont monté. Enfin, je veux dire, Tom Cruise, c'est un produit, quoi. Enfin, dès le début, en fait. Bah maintenant, un peu avant de parler du film en lui-même, j'aimerais avoir l'avis de Greg, qui est donc plus jeune que nous. Donc, nous, les films dans le ciel, enfin, les scènes d'action dans le ciel étaient complètement dingues. Greg, qui est arrivé plus tard, on a peut-être vu d'autres, mais qu'est-ce qu'il pense du film? Dis-moi, mon ami. Bah écoute, globalement, j'ai bien aimé le film, mais je le trouve quand même relativement vieillot pour aujourd'hui. Je l'ai découvert cette semaine, hein, donc voilà, Oui. ça vous donne une idée. Mais c'est souvent le cas dans les podcasts, les vieux films comme ça, je les ai pas tous vus, donc je les découvre récemment. Les vieux films, quoi. Ah, ça fait mal. 80. Bah oui. C'est pas faux, c'est pas faux. Et je suis désolé, mais c'est ça, hein, c'est ça. Et c'est pour toi, papa. Les films des années 80, pour lui, c'est nos films Mais, en noir et blanc, quoi. Ouais, Oui, c'est on ça, n'a ouais. pas vu tous les films des années 60. Oui, Stéphane les a vus, hein. On écoute tous son émission, mais on n'est pas tous aussi fous que lui. Non, Greg, je suis content de lui faire découvrir ces films-là, et je suis content d'avoir son avis, parce que pour nous, c'est intemporel, mais il faut accepter que pour les gamins comme lui, ça vieillisse, quoi. Oui. Bon, même Donc, pour nous, Greg, hein, quand continue, on revoit. Ouais, Oui, c'est alors, vrai. intemporel, voilà. Ça dépend des films. Je serais pas... Ça dépend des Voilà, Top Gun, voilà, je l'ai revu récemment parce que je l'ai montré à mes enfants. Et en fait, on disait souvent que Tony Scott, à un moment donné, sa carrière était partie en latte parce qu'il consommait de la cocaïne et tout. Mais en fait, déjà, dès Top Gun. Putain, dès Top Gun, le montage de Top Gun, c'est... Waouh, c'est vraiment particulier, et tu vois qu'en fait l'espèce de surabondance de cuts dans les, c'est juste pour marquer le fait que les 3/4 de ce qu'il filme c'est des stock shots où tu vois que tu vois que c'est jamais le même grain de pellicule, tu vois que les décors derrière ils sont pas raccords, et en fait je pense que le type il avait cette matière là parce que l'armée a filmé lui a filé des trucs à filmer, en fait il a pas pu filmer tout ce qu'il voulait, et ouais, déjà le style Tony Scott hyper protéiné, au montage ultra speed, ça... Mon fils, en fait, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « Papa, je comprends rien à ce qui se passe. » Bah écoute, je l'ai revu, et c'est vrai que les combats aériens, je comprends pas toujours maintenant. Ils sont en train de dire ce qui se passe, donc ils le disent parce qu'on ne le voit pas bien. Mais je pense que c'est un vrai choix, en fait, qui a été fait en se disant ok, faut qu'à un moment donné les gens se resituent un peu dans ce Exactement, qui se passe, c'est ça. C'est pour ça donc ils expliquent, parce que voilà, ils sont là. Donc tu vas faire cet exercice-là, il y a ça. Et nous, quand on le voit, on ne comprend rien. À un moment, ils disent soit on a gagné, mais comment t'as gagné? C'est la même méthode J'ai que dans pas Batman compris, Begins, en fait. Ouais, c'est Batman vrai. Begins, c'est pareil. C'est pas faux. Ben, elle est bien, cette technique-là, elle fonctionne, parce que moi, j'étais pris dans des scènes aériennes que je ne comprenais pas, et j'étais quand même pris dedans. Ouais, Donc c'est moi que ça aussi. fonctionne. Moi aussi, Donc, ouais, tout à fait. Tout à fait. Les batailles dans le ciel sont pas désagréables. C'est quand même franchement encore bien foutu, même si je trouve ça un petit peu, on va dire, mal vieilli peut-être dans l'esthétique. Mais c'est quand même pas trop mal. Par contre, la seule chose, c'est ce que moi justement j'ai pas apprécié sur ce film, mais qui à mon avis, vous l'avez dit, c'est l'objectif, c'est que c'est un film qui expose, qui montre, qui vend
En fait, on nous vend Tom Cruise avec sans t-shirt quoi, voilà, faut être honnête. On nous vend Val Kilmer pareil, sans t-shirt, mais avec les abdos tout comme Tom Cruise. La scène de volet par exemple. Ouais. Voilà, non mais cette scène-là, j'ai pas compris. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Ils sont là à faire leur truc de voler. Non mais voilà, et puis alors l'autre il se barre parce qu'il a rendez-vous, il dit s'il te plaît, allez, on fait la revanche. Non, il faut que j'aille dîner. Enfin bref, il avait rendez-vous avec Kelly McGillis. Enfin le casting est très très sympa. Je pense qu'il faut être honnête là-dessus. Mais les scènes d'avion etc sont très bien, mais je trouve que ça vend trop et moi c'est ça qui m'a un petit peu j'ai moins aimé avec mes yeux de maintenant, je l'ai moins aimé. Après je peux comprendre que dans les années dans ces années-là, 90, enfin là on est plutôt aux années 80 je pense, on est plus, on est fin des années 80, on peut aimer, parce que comme tu l'as dit Béa, après il y a eu un certain nombre de ventes, par exemple sur les Ray-Ban, enfin on lance des modes, surtout la mode par exemple de devenir, tu disais dans la Navy, certains se sont beaucoup plus, il y a eu beaucoup plus d'inscrits, etc. C'est un film qui vend en fait, et c'est ça qu'aujourd'hui, avec mes yeux d'aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de mal. On ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas d'être jeune, Greg. Moi, tu parlais du casting. Moi, je tenais quand même juste à signaler la présence d'Anthony Edwards, oui. Brofist, parce que bon, évidemment, c'est l'acteur principal de Urgence, mais c'est surtout le seul à qui on impose un t-shirt pendant la scène de volley. Vrai. Et et voilà, rien que pour ça, mec, on te soutient. Voilà, il a du mal le prendre quand le Real lui a dit quoi. Non, toi, t-shirt. C'est horrible. C'est horrible. Et Béa, est-ce que tu aimes toujours ce film ? Je l'ai revu avec plaisir, mais c'était plus un plaisir nostalgique en fait. Donc voilà, je trouve que ça c'est encore efficace, mais pour le coup, la musique, les plans au soleil couchant, c'est très très marqué, c'est un peu même clipesque par moments. Oui, voilà, tout à fait. La chanson Take My Breath Away qui démarre à chaque fois qu'il y a un truc romantique, et c'est vrai que l'histoire, je trouve que l'histoire d'amour n'est pas crédible et qu'elle le perturbe finalement. Ce même film sans l'histoire avec Kelly McGillis, ça m'aurait peut-être davantage plu, mais sauf que ça aurait fait un petit film de guerre de plus. Mais c'est vrai qu'elle est pas crédible, je ne vois pas. Donc lui, il veut juste la pécho au début. Hein, donc, oui, il veut juste la pécho dans un bar. C'est un trophée, hein. C'est un trophée pour lui. C'est un trophée. Oui. Et puis, elle est amoureuse. Et après lui, à un moment, on apprend qu'il est amoureux, mais en fait, ils ont eu que quelques interactions. Et Meg Ryan lui dit, il est fou amoureux de toi. Mais je me dis, mais pourquoi on n'a rien vu de... Ah bon? J'ai pas vu le moment où il y a eu la petite étincelle. Ouais, donc bon, voilà, donc plaisir nostalgique, mais je ne m'offusque absolument pas qu'on puisse le revoir aujourd'hui et que le voir aujourd'hui et dire ah bon, c'est ça Top Gun. Voilà. Ouais, mais en même temps, t'as raison de souligner cette histoire avec l'histoire d'amour, parce qu'en fait, tout le film est écrit comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un film où on passe son temps à nous dire, bah tiens, on va faire tel exercice, ah tiens, au fait, il est amoureux de toi, j'ai oublié de te le dire, et à la fin, on arrive à la fin, au fait, il faut pas taper la gueule à des Russes. Et là, tu fais, bah, pourquoi? Enfin, ils sont à la cérémonie, ils ont leur diplôme, au fait, il faut les péter la gueule à des Russes. D'accord, ils y vont, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé, ils ont gagné, repartis, ils sont contents. Et tu fais, bon, bah, d'accord. C'est un film, les enjeux sont pas très bien posés, quoi. Oui, on comprend pas tout, mais il garde un charme, quoi. Ah oui. Mais l'enjeu, c'est d'être le meilleur des meilleurs, en fait. Oui, ils le disent tout le temps, d'ailleurs. mais je veux dire, c'est un film qui garde un charme. Je l'ai revu, je l'avais plus vu depuis une dizaine d'années. Et il y a des films encore marqués années 80 qui ont vraiment mal pris. Et celui-là, je trouve qu'il garde quelque chose. Et je pourrais le revoir dans 20 ans, je pense, et je passerai toujours un assez bon moment. Pas génial, mais il est pas mal du tout. J'aimerais passer à une franchise très chère à notre ami Stéphane, ne serait-ce que pour la moustache. Donc, bah oui, tu t'en doutes. Vas-y, dis-le. C'est toujours la franchise Mission Impossible, voilà. Voilà. Je crois que je n'ai jamais vu personne utiliser autant le même d'Henri Cavill que toi. Tu as toutes les sauces, tu le mets, une certaine obsession. C'est une obsession. Je sais pas ce que tu as dans la tête quand je sais pas ce que ça t'a fait, mais je ne sais pas non plus, mais dingue.
Voilà, ça a révélé quelque chose en moi qui était insoupçonné, qui était là, qui à mon avis ne va pas partir maintenant que c'est bien installé, mais voilà, je ne sais pas, cette moustache, cette absence de moustache même, voilà, ça débloqué mes chakras quelque part, voilà. Donc Tom Cruise himself tenait vraiment à relancer la série Mission Impossible et il a contacté le génial Brian De Palma en 95, donc le film est sorti en 96, pour sortir ce film, donc avec Jon Voight, Emmanuel Béard, Jean Reno. Dis-moi. Oui, non, il a pas contacté De Palma tout de suite. Hein. Pas tout de suite, non. Ouais. Je fais un petit peu. Vu que un des membres ici dans l'émission, je ne citerai pas lequel, nous a dit qu'aujourd'hui on avait un temps imparti. Ah oui, pardon. Je résume certaines choses. Excuse-moi. Bon, le 1, on peut dire que c'est un De Palma mineur, on est d'accord. Alors. Ah non, bah non. Je suis pas d'accord. Non, mais je suis trop fan de Palma et je le mets pas très haut, celui-là. Mais vas-y, Béa, mineur, c'est pas le terme que j'emploie. Ouais, c'est pas. Vas-y, voilà, écoute, je t'écoute. Faut se dire que Brian De Palma, à cette époque, il sortait d'un échec commercial. Enfin, l'impasse, je pense que c'est une grosse déception pour lui. Il était pas dans une bonne phase. Et donc, en fait, il avait besoin d'un succès commercial. Et le voilà, quoi, son succès commercial. Et oui, alors c'est peut-être mineur dans... Moi, c'est mineur dans le sens où quand on te montre un De Palma sans te le dire, tu peux le Oui, reconnaître. Et celui-là, il aurait pu être réalisé par... Alors là, mais par contre... Je suis pas d'accord non plus. Là, Ouais, tout à fait. Je suis absolument pas d'accord. Tu Ouais. sors. Non, mais je ne retrouve pas certains traits de génie de De Palma. Ah si, tout ça. carrément. Ah bah bien sûr que si. Alors moi je trouve, en fait, Si, c'est ouais. De Palma adapté au grand public. Enfin, au grand public. C'était pas non plus des films confidentiels, les films de Palma, mais c'est De Palma c'est De Palma effectivement adapté à un public plus large que les autres. En fait, ce qui change, c'est moins les obsessions, parce qu'en fait, tu vas retrouver l'utilisation du plan séquence, tu vas retrouver l'utilisation de la caméra subjective, tu retrouves ce découpage très particulier chez De Palma, qui est qu'en fait, il y a en gros 4 très grosses scènes qui durent 15-20 minutes, entrecoupées par Exactement. des moments pour les relier. Exactement. Et en fait, à chaque fois, ça s'articule. En fait, c'est des moments de bravoure cinématographique. Donc là, t'as l'intro, t'as la scène du train à la fin, puis t'as surtout le braquage à Langley. Voilà. T'as vraiment cette façon de voilà, t'as cette façon de découper les films qui est très caractéristique. T'as pas mal de choses. La thématique du double. Enfin, là, en plus, dans Mission Impossible, à un moment donné, tu sais plus qui est le double de qui, de quoi. Enfin, bref, ils sont tous le double de tout le monde. Donc, il y a vraiment tout De Palma, sauf effectivement, contrairement justement à un Blowout, contrairement à un Body Double ou à Impulsion, c'est moins. Il y a pas le côté dérangeant en fait de son cinéma, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté voilà. Quand je regarde De Palma, moi c'est pour ça aussi, mais en même temps j'adore Mission Impossible, hein, je ne critique pas le film, mais je parle par rapport au réal. Quand j'aimais déjà De Palma très jeune, et quand j'ai vu que c'était lui qui faisait le film, je me suis attendu à quelque chose de dingue, et là j'ai eu un film d'action bien fait, mais j'ai vu un film d'action. Mais il a mis beaucoup de choses de lui dedans, hein, en fait. C'est ça, en fait. Comme tu parlais des obsessions, de la vision un peu cauchemar, donc ça se ressent dans son film. Et donc, ouais, je pense qu'il y a quand même... alors, il y en a même qui trouvent que c'est un film freudien de Palma, quoi. Tellement il a mis des choses à lui, tu vois, le côté combat contre les studios, qui va se retrouver avec Ethan Hunt qui tout à coup est tout seul contre son système et tout. Enfin, je sais pas, je pense que je trouve qu'il En même temps, mon avis est certainement pas le bon, parce qu'avec Greg, on dit souvent, ce qu'on dit, c'est potentiellement de la merde, absolument. Voilà. Donc, non, mais en l'occurrence, c'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est que personne n'a raison. Hein, Ah si, moi j'ai raison, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Voilà, non, c'est un avis subjectif dans le sens où vraiment, en fait, j'ai eu des grosses attentes pour le premier Mission Impossible. J'avais eu des très grosses attentes qui n'ont pas été à la hauteur, tout simplement, à l'époque. Tu veux qu'on parle de Mission Impossible 2, du coup? Ah alors oui, attends, parce que là, en termes de grosses attentes, pas à la hauteur. Là, c'est pareil. Donc, il a redéfini le truc, là. John Woo va faire Mission Impossible 2. Attends, tu pouvais pas espérer mieux.
Bah non. Et ouais. Non, mais J'adore. mais- La scène d'intro est incroyable. La scène d'intro, quand il escalade, je trouve que la photo, la manière de filmer, la manière dont il met Tom Cruise, dont il filme Tom Cruise est incroyable. Par contre, Non, mais après, typiquement, bon, John Woo, ça fait partie Tu des sais. gens que moi j'aimais vraiment beaucoup à l'époque. Et en le revoyant, je pense vraiment que ça a très mal vieilli, quoi. Ouais, c'était pas un bon. Hein. Vas-y, Greg, on veut ton avis. Ouais, non, alors, Mission Impossible 1, alors moi je m'attendais à rien, je l'ai découvert cette semaine, voilà. Je ne m'attendais à rien du tout, je connaissais la série. Je hein. dis bien, si un cinéphile veut nous rejoindre et prendre la place de Greg, il faut qu'il ait un rire. Envoyez votre CV. Voilà, envoyez votre CV à Qu'est-ce qui devient. Donc, vas-y, Greg. on Alors, te non mais, honnêtement, le Mission Impossible 1, je m'attendais à rien, et j'ai pris mon pied du début jusqu'à la fin, tellement, en fait, j'ai ressenti, je connaissais l'univers le monde de Mission Impossible, je connaissais la série, la musique composée par Lalo Schifrin de la série TV qui est bien évidemment, je le remercie, repris dans le générique du début. Enfin, chose que n'a pas compris John Woo dans le numéro 2. On reviendra sur le générique du numéro 2, parce que je n'ai absolument pas apprécié le numéro 2, notamment pour ça. Et mais bon, bref. En tout cas, le numéro 1, j'ai vraiment bien aimé. Et ce que j'ai bien aimé dans le 1 aussi, c'est en fait le 1, je sais pas si vous avez vu la série, mais il y a plein de références à la série. Et il y a tellement, on a vu la série. il y a tellement de références à la série que je trouvais ça génial. Et après, dans le 2, paf, j'ai vu je me suis dit le 2, hop, réalisé par John Woo, wouh, incroyable. Et en fait, déjà dès le début, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est le générique, quoi. Je me suis jamais autant fait chier dans ma vie devant un générique que celui de Mission Impossible 2. Donc déjà là... D'aucuns diront que la corrélation entre mauvais film et la présence de Limp Bizkit dans la bande originale n'est pas due au hasard. Voilà. Attendez. Moi, en fait, je l'avoue, plus jeune, j'aimais bien. Plus jeune, donc j'ai changé un petit peu. Mais plus jeune, le clip de Limp Bizkit sur Mission Impossible, j'aimais bien. C'est une confession. Voilà, mais j'avais 15 ans. Ah mais bien le sûr, droit. on change. Non, mais j'avais 15 ans. Mais c'est quoi cette excuse? Non, mais attends, c'est Parce qu'on évolue. J'avais 15 Attends, ans. je connais ta culture musicale. Tu n'avais pas exactement la même à 15 ans. Et toi aussi, t'as aimé des trucs que maintenant tu as peut-être un peu honte. Et on a le droit. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Tu as peut-être Mais en fait, chanté c'est sur pas- Benny B, hein. Surtout, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup évolué depuis mes 15 ans, c'est ça le problème. Ah oui, c'est un problème. Ouais, l'évolution, il connaît pas. Il est né comme ça. Ah d'accord, ok. Il est né chauve avec une Il est barbe né chauve avec sa barbe. et de la mauvaise foi. Il est né comme ça. Mais c'est pas- En fait, là, il a 4 ans. On a l'impression qu'il est adulte, mais il a 4 ans. Béa, Mission Impossible 2. T'as aimé? Non, toi, le quoi 2, non, vraiment pas. En plus, là, c'était une coïncidence, mais il y a vraiment pas longtemps, je me suis refait toute la saga dans l'ordre. Et donc, Il faut qu'on te trouve un mec, tu peux pas te refaire des sagas tout le temps comme ça. Ah, mais allez-y, mais oui, mais alors, Oui, je lance un appel, mais bien sûr. Mais non, qu'on va pas. Mais non. En plus, j'aime Voilà, plein si vous ressemblez à j'aime Tom plein de- Cruise. Oh non, ça n'a pas besoin, ça. Non, si vous ressemblez à Replo. Voilà, c'est plus ça. Non, mais alors c'est une saga effectivement que je trouve inégale, mais surtout à cause du 2. Vraiment. Ouais. Non, le 2, c'est vraiment celui qui est le plus difficile à revoir. Oui, rien ne va dans celui-là, à part la première scène, je suis d'accord. Mais je la kiffe, celle-là. Oui. franchement, Mais ça m'est voilà. vendu Et du sinon, rêve au je cinéma, trouve quoi. que. Alors, moi, j'aime beaucoup quand même le premier parce que je trouve qu'en termes de scénario, il est vraiment bon. Et après, ça passe à autre chose, mais je trouve toujours, on va dire toujours plus. Et donc, il y a un côté qui me plaît bien dans la surenchère de cette saga. Et quand même, je trouve que c'est quand même un mélange parfait d'action et d'espionnage. Moi, je m'éclate beaucoup plus à regarder un Mission Impossible qu'un James Bond, par exemple. Absolument, Mais absolument. parce que je trouve, et surtout dans les derniers, je trouve qu'il y a
Et ça, c'est agréable. Une moustache. Oui, et ben non mais je trouve qu'il y a plus d'humour en fait et plus en tout cas d'autodérision de la part de Tom Cruise où à un moment, parce que malgré tout, oui, il y a quand même quelques années qui séparent le premier du. On peut en parler, hein, de sa course à rester jeune, et il court tout le temps dans Mission Impossible. Mais je trouve que c'est agréable. Il est aidé. Pardon ? Il est aidé par l'humour par Simon Pegg quand il a bien rejoint sûr, la franchise. bien Ça a sûr. été Ah bah oui, incroyable. le 4 c'est le tournant évidemment. Oui, le 4 c'est le tournant. oui. Et il y a un truc qui est très intéressant. Alors moi le 2, je le trouve très mauvais, mais je trouve en fait potentiellement très très drôle en fait, tellement il est grotesque. Ouais. Je le préfère au 3 en fait, le 2. Mais non. Alors je déteste le 3. Ah bon ? En fait, je déteste la mise en scène de J.J. Abrams. En fait, je trouve que c'est un film dégueulasse visuellement. En fait, pour moi, c'est l'anti-cinéma absolu. Ah ouais. Je suis pas objective, j'aime bien. Mais même si je mets ça de côté, c'est-à-dire je déteste ce qu'il fait, mais il y a quand même un truc qui est super intéressant avec Mission Impossible, au-delà de tout ce que tu as dit, Béa, c'est le fait que c'est un véhicule pour Tom Cruise. Enfin, c'est le film en fait où il devient producteur. Ça on l'a pas dit, mais c'est le film où il devient producteur pour la première fois, avec sa partenaire, flûte, le nom m'échappe, Wagner, son nom de famille, mais Je l'avais dans mes notes et Paula Wagner, voilà. Avec Voilà. Paula Wagner. Donc c'est le premier film véhicule vraiment de Tom Cruise où là vraiment il est à la barre, et malgré ça il fait un truc parce que c'est pas le premier à l'avoir fait, c'est pas le dernier à l'avoir fait, Will Smith si tu nous entends, mais contrairement à d'autres, il y a une erreur qu'il ne commet pas et qui est à mon avis cruciale là-dedans, c'est que il part du principe qu'il est la star, il part du principe que le film est fait pour lui, mais que malgré tout, aux commandes, il a besoin d'un réalisateur. Et oui, dans c'est tous toujours les cas, entouré de très bons. Hein. Et dans tous les cas, il va chercher Brian De Palma, il va chercher John Woo, il va chercher J.J. Abrams, qui à l'époque était quand même le gros réalisateur potentiel. Enfin, le mec, après, il a fait Star Wars, donc il avait quand même ce nez-là. Derrière, quand il va chercher Protocol Phantom, il va chercher Brad Bird. Ce qui est osé, mais en même temps, quand tu vois ce que Brad Bird faisait avec l'animation, tu te dis ce type a un vrai potentiel. Et après, il y a l'alliance sacrée pour moi avec Christopher McQuarrie, qui est un grand réalisateur de films d'action en fait, comme Hollywood n'en avait plus connu depuis des années. C'est-à-dire que il va chercher le réalisateur qui va avoir une vision, qui va avoir un style, qui va pas être juste là pour dire oui monsieur Tom en fait. Et je pense que c'est vraiment le truc que moi je kiffe avec cette saga, et qui fait qu'aujourd'hui elle est toujours aussi cool à regarder et de plus en plus cool, parce qu'effectivement il y a le côté surenchère, il y a le côté inventif en fait, il y a vraiment ce côté, à un moment donné il a compris que quand tu vas regarder un film d'action, pour que tu vibres, il faut qu'à un moment donné il y a un truc complètement fou, que t'y crois, que que ce soit pas juste des plans de coupe tout pourris sur des fonds verts. Enfin il a vraiment cette logique de dire ouais, moi je fais un film d'action à fond en fait. Ah, il y a pas de temps. Donc voilà, il n'y a pas de temps mort et tout. Il le fait 20 ans après, mais finalement il va se dire je vais me rapprocher de ce qui faisait le sel du cinéma hongkongais au top de sa forme. Enfin il va chercher les idées, il va travailler avec un réalisateur, et c'est vraiment le gros truc qui fait qu'aujourd'hui justement Tom Cruise a réussi à rester la star en fait hollywoodienne façon ancien concept finalement, là où plein d'autres se sont pété la gueule parce que ils voulaient surtout pas avoir un réalisateur qui dans leurs pattes, alors que lui au contraire il se disait mais ce type là peut m'apporter quelque chose qu'un Yes Man ne m'apportera pas quoi. Et il y a aussi que justement dans toute la saga Mission Impossible ça voyage beaucoup. Et on revient à cette notion aussi de produit. L'idée c'était de conquérir aussi complètement tous les marchés quoi. Enfin conquérir le monde. Mais mais il y a vraiment de ça quoi. Ça voyage beaucoup. Et je vois Greg regarder 2 cinéphiles avec amour, et ça fait plaisir à voir. Ah oui, Hein, complètement. Greg. Complètement. Ouais, ils parlent bien tous les deux. Hein. Ouais, non, et puis c'est vrai, écoute, c'est vrai. On va les laisser, on va aller boire un Ah, pardon, on monopolise. Non, Pardon. non, c'était pas une remarque, c'était juste parce que non, c'est super agréable de vous écouter parler de ça. Je suis vraiment content parce que c'est ça que j'attendais. Et non, je l'avoue que Greg, dis-moi. Alors moi, je vais juste rajouter une petite chose sur les Missions Impossibles, notamment la différence entre le 1 et le 2, qui est une différence fondamentale, mais qui n'est pas visuelle, qui est audio.
ça va être la petite minute doublage. Le 1 est exceptionnel. Greg aime les voilà. Oui. Le 1 est exceptionnel en doublage. Il est exceptionnel. On a la voix de Patrick Poivet qui l'a doublé Tom Cruise, qui a été la voix régulière de Tom Cruise pendant quelques films, ses premiers, hein, notamment Mission Impossible, Magnolia, Top Gun d'ailleurs, qui était le défunt, parce qu'il est décédé, le défunt Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis. Et à un moment donné, il a dû choisir dans sa carrière, soit Tom Cruise, soit Bruce Willis. Et il s'avère que dans les années 90, Bruce Willis a explosé, donc il a préféré poursuivre en tant que voix régulière de Bruce Willis. Mais il a été l'une des premières voix de... tellement à Tom Cruise. Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que Patrick Poivet... Ça le vieillit, Tom Cruise, en fait. Pas du tout. La voix le vieillit. Pas du bien tout. sûr, dans Top Gun, dans la VO, il a une voix très jeune. Ouais. Il a une voix qui colle bien avec son physique. Et sa vraie voix à lui, en VO. Oui. Et la version française lui donne trop de vécu, en fait. Alors, peut-être que ça le vieillit un peu. Oui, bien sûr, ça lui rajoute 10 ans. Par contre, ce qui est incroyable justement avec Patrick Poivet, c'est qu'il a réussi, il a fait un énorme effort pour se défaire de John McClane, quand même, je pense qu'on peut être honnête. Effectivement, en doublant au tout début Tom Cruise, il a réussi... Moi, j'avais vraiment peur. Il a réussi à ne plus faire penser réellement à Bruce Willis. Et on le remarque. Moi, je l'ai beaucoup remarqué dans Mission Impossible. Le doublage est juste énorme. Et puis, quand t'as face à lui Claude Giraud qui double John Voight, immense acteur, et Claude Giraud, immense comédien pratiquant le doublage, qui est la voix régulière entre autres, qui était la voix régulière de Alan Rickman et encore aujourd'hui de Tommy Lee Jones, c'est juste énorme. Et puis, on va quand même aussi citer Ving Rhames. Je sais pas comment on dit, 20 grammes, Ving Rhames. Avec 20 grammes. voilà, 20 grammes Non, ça c'est un film de Inarritu, ça je crois. Il me semble. Avec Greg, la voix aujourd'hui. Il mélange un peu. La voix de Ving Rhames, c'est quand même Jacques Martial, qui est une grosse voix, qui a été l'une des premières voix de Wesley Snipes. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Non, doublage exceptionnel du 1. Ce que j'ai un petit peu moins apprécié dans le 2, notamment la voix de Tom Cruise qui change aussi dans le 2. Et puis voilà. Mais ça, c'était pas visuel, c'était auditif. Voilà. C'était la minute doublage de Greg. Et Absolument. on va retourner à Mission Impossible. Pendant un moment, il y avait Yvan Attal. Oui, il y a eu Yvan Attal, ouais, ce qui me semblait, ouais. Et je trouve que... Oui, dans 3-4 films, absolument. Ouais, mais je le trouve un peu moumou. Je trouve que pour le coup, il correspond pas non plus... Eh ben en fait, Ivan Attal, il est dans Mission Impossible 2 et peut-être aussi dans il n'est pas espagnol, hein. C'est pas Ivan Attal. que tu as vu aussi peut-être Minority Report et Vanilla Oui. Sky. Bah c'est lui en fait. Hein. Oui, C'est voix qui n'a pas été gardée après parce qu'effectivement ça ne lui allait pas très très bien et finalement ils ont choisi Jean-Philippe Puy-Martin qui est exceptionnel, la voix pour ceux qui ne connaissent pas de Woody dans Toy Story. Voilà. Un des soucis avec les VF de Tom Cruise, comparé à tous les acteurs qu'on a déjà fait, c'est il n'en a pas vraiment d'officiel. C'est-à-dire que quand t'entends Will Smith, t'entends Bruce Willis, ils ont tous leur voix quasi depuis leur début. Ça a peut-être changé 2-3 films, mais Tom Cruise, il y a eu des changements. Oui, mais c'est très rare. C'est très rare d'avoir sa voix depuis le début. Hein. Attention, ouais, mais tu ne saurais pas entendre... Si le gars qui fait Bruce Willis, quand il a déjà dit souvent, quand il téléphone quelque part, on dit vous avez la voix de Bruce Willis. Jamais tu diras vous avez la voix de Tom Cruise. Oui, parce que Tom Cruise, il a eu effectivement 3-4 comédiens qui l'ont doublé et en fait ils n'ont pas doublé que 2 films. Ils ont souvent doublé une dizaine de films, notamment effectivement Patrick Poivet. Quoi. Mais je pense surtout qu'il faut voir les films en VO quand même. Non. Bien sûr, mais il y a des films qu'on n'a pas pu parce qu'on était jeunes. Greg rêve d'être comédien de doublage. Donc, il ne va pas insister pour qu'on regarde les films en VO. Ça lui enlèvera du travail. Donc, on va retourner à Mission Impossible, justement. Le 5 est mon préféré. Je pense que c'est pareil pour toi, Stéphane. Oui, effectivement, justement, comme disait Béa, l'équilibre entre action et espionnage, je trouve que c'est celui où il est le mieux respecté, le plus équilibré, parce que j'adore Mission Impossible Fallout, parce que c'est des scènes d'action genre complètement débiles. Enfin, c'est ce niveau d'implication et de moyens
Enfin, c'est vraiment c'est une débauche de moyens complètement starbé pour des scènes voilà de 30 minutes machin. Il y a un truc vraiment formidable dedans, mais le fait est que le récit finit par être un peu écrasé parce qu'en fait la dernière heure c'est juste de l'action et au bout d'un moment voilà ça écrase un peu le film. Mais Rogue Nation, donc le 5, a vraiment ce super équilibre entre espionnage et séquences d'action, parce qu'il y a aussi des séquences qui sont complètement maboules. Et puis surtout, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le 5 par rapport au 6, c'est tout simplement l'utilisation de Rebecca Ferguson, donc le personnage de Ilsa Faust, qui est vraiment introduit dans la saga comme le négatif de Ethan Hunt, c'est-à-dire que c'est la nana qui est en immersion, mais qui elle a jamais réussi à s'en sortir. C'est une femme, lui c'est un homme. Elle est jeune, lui il est vieux, mais ils ont au point commun qu'ils sont solitaires et dédiés à leur mission en fait. Et il y a vraiment ce côté-là que je trouve super bien, alors que dans le 6 elle est un peu mise de côté parce que tout simplement elle était enceinte pendant le tournage, et du coup sur les derniers moments en fait, je pense que son personnage a été réécrit et elle devient vachement moins intéressante en fait. C'est un peu dommage, mais du coup voilà, ce tandem là je trouve fonctionne vraiment super bien. Ça faisait la première fois justement qu'il y avait un personnage qui vraiment donnait du répondant, pas juste dans son équipe, c'est-à-dire que voilà, il y avait Simon Pegg etc qui était là pour faire le côté comique, qui fonctionnait bien justement parce qu'il avait cette distance qu'avait pas le personnage de Tom Cruise forcément toujours, mais il y avait cette dynamique entre les deux personnages qui était cool, et du coup qui moi à chaque fois me disait mais si un jour Tom Cruise doit raccrocher les gants, je veux que ce soit Ilsa Faust qui reprenne l'équipe quoi. Voilà, ce film là me donnait cette sensation là, et j'aime beaucoup pour cette raison là quoi. Clairement moi c'est l'intro du 5 me vend déjà du rêve. Elle est simple mais elle est iconique quoi. Ah oui bah ouais ah là là, quand il arrive donc il demande rien quoi, il saute sur l'avion avant de demander si on saura ouvrir les portes, et c'est là que tu comprends la folie du personnage. Enfin moi je suis fan quoi. Ouais, elle est mortelle cette intro. Ouais, c'est franchement moi j'aime bien celle du 2 et celle du 5 quoi. Celle de John Woo était extraordinaire, et puis plus simple hein, c'est pas la même chose, c'est plus une performance de Tom Cruise et une super photo. Mais le 5, il faut pas oublier de dire aux auditeurs que Tom Cruise joue toutes les cascades de ses films Mission Impossible surtout. Vous pouvez en trouver sur YouTube, c'est assez dingue, il s'est cassé pas mal d'os en faisant ça. Je pense que on a fait un peu le tour de ce qu'on allait dire sur Mission Impossible, qu'on va arriver sur un film. Donc moi personnellement, je vais pas beaucoup en parler parce que je sais que c'est un grand film, mais je l'ai vu il y a trop longtemps et j'ai pas pu le retrouver pour l'émission. C'est Magnolia, mais on a deux fans ici qui vont en parler avec plaisir. Voilà, Magnolia, qui est un film choral réalisé par Paul Thomas Anderson en 99. Voilà, comme je vous l'ai dit, donc c'est un film que j'ai vu il y a trop longtemps et que et il y a énormément de choses à dire, donc on va laisser les deux professionnels parler. Quand j'ai demandé la liste des films, c'est vraiment, il y a eu 3 films qui sont revenus, et vraiment celui-là ils me l'ont cité, ils voulaient en parler. Donc, honneur aux dames. Béa, parle-nous un peu de Magnolia. Alors déjà, c'est pas de Paul Thomas Anderson, c'est du talentueux Paul Thomas Anderson, déjà. Déjà. Non, mais... Alors, comme tu dis, hein, c'est très dur de parler rapidement de ce film. Déjà, c'est déjà un film de 3 heures, mais c'est... Enfin, pour moi, c'est 3 heures rapidement. Prends ton temps. C'est 3 heures de merveilleux, de sublime. Et en fait, c'est un film que je redécouvre à chaque visionnage, en fait. Tout simplement parce que, donc tu l'as dit, c'est un film choral. Et c'est un film où je me retrouve un peu dans chaque personnage différemment à chaque visionnage, selon la période de ma vie où je le regarde en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais et en tout cas, ce que je trouve intéressant pour la carrière de Tom Cruise, c'est que c'est un film choral, donc c'est pas un Tom Cruise, et c'est quand même assez rare. On l'a dit, hein, Tom Cruise c'est un produit, on va voir un Tom Cruise, c'est pas qu'on va voir un film, c'est qu'on va voir un Tom Cruise, et là il fait partie donc de ces différents personnages, mais il irradie en fait, et alors faut se dire qu'il sort du tournage de Eyes Wide Shut, dont on va peut-être parler après ou pas, mais il est encore imprégné des tourments du tournage de Eyes Wide Shut, donc
Donc il est, je trouve, dans un mood qui montre toute la palette de tout ce qu'il peut faire en fait, parce que son personnage, à un moment, c'est un showman, donc là où on voit justement le Tom Cruise showman. Et puis aussi le torturer et avec des échos aussi avec sa vie familiale. Parce que, donc on l'a dit tout à l'heure, quand il était petit, il a été abandonné par son père. Et dans Magnolia, il y a une scène enfin, j'en parle et j'ai des frissons. Il va au chevet de son père. Et dans le scénario, normalement, il devait y aller pour se réconcilier en fait avec ce père qu'il ne voyait plus. Et en fait, le mec, il a improvisé autre chose. Et ils ont gardé cette scène-là, quoi. Et ouais, je vous jure, j'ai des frissons quand j'en parle. Un vidage de sac comme mais c'est un truc de fou. Comme on en connaît assez peu au cinéma. Et donc, il a été nommé aux Oscars pour ce rôle. Donc aux Oscars pour un rôle, j'allais dire mineur, mais non, du tout, pour un second rôle. Un second rôle. Voilà. Donc finalement, il ne l'a pas eu, c'est Michael Caine qui l'a eu. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Michael Caine, quand il a été recevoir son Oscar, il a dit à Tom Cruise, en gros, regrette pas, les seconds rôles, ils gagnent toujours moins que ce que tu gagnes aujourd'hui. Donc, regrette pas, tu gagneras mieux ta vie comme ça. Mais je l'aime, Michael Caine. Oui, non, mais si vous avez l'occasion de voir ce petit extrait, c'est marrant. Mais enfin voilà, je trouve que, alors non seulement Magnolia est un film vraiment que je trouve extraordinaire, mais Tom Cruise dedans est fabuleux. Enfin, voilà. J'ai pas vraiment donné mon avis parce que à côté du vôtre, il sera ridicule parce que j'ai vu il y a trop longtemps. Mais c'est bien, faut reconnaître. Voilà, bien sûr. Si on invite des professionnels, c'est super ça. Non, en fait, je sais que c'est la première fois. J'étais encore jeune, mais c'est la première fois où je me suis rendu compte que Tom Cruise était un grand acteur. Donc, Tom Cruise, pour beaucoup, il est arrivé là pour sa belle gueule, et puis c'était une star des films d'action. On avait déjà pu voir dans Rain Man il tenait tête à Dustin Hoffman, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais même plus qu'il tenait tête en fait. Enfin, pour moi, ce qui est génial, c'est que tout le monde parle de Dustin Hoffman dans Rain Man à juste titre parce que Dustin Hoffman se glisse dans une peau qui ne peut pas être la sienne, vu qu'il incarne un personnage autiste et qui n'est pas autiste. Mais si ça fonctionne assez bien, c'est que justement en face, Tom Cruise réussit à faire la composition parfaite pour mettre en valeur Dustin Hoffman et sans être complètement effacé. Enfin, il y a vraiment la dynamique en fait qui l'insuffle et je pense qu'elle est vraiment due à Tom Cruise parce que c'est logique parce que dans une relation où t'as un autiste et un qui est pas autiste, tu vas pas attendre que ce soit l'autiste qui fasse naître les relations humaines, quoi. Et donc le job difficile qu'avait Tom Cruise sur Redman que personne ne salue. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, c'est celui qui réussit à essayer de vraiment faire naître ces liens humains. C'est-à-dire que c'est lui qui va être forcé d'aller vers l'autre et qui justement, parce qu'au début c'est un mec qui son job, je sais pas si vous vous rappelez, c'est il vend des bagnoles, quoi. C'est clairement la réussite sociale des années 80. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu fais de la musique aussi, tu fais de la musique comme nous, Stéphane, c'est un bon rythmique qui va mettre en valeur un soliste. Un soliste, c'est ça. Exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Et nous, voilà, là, mais moi j'ai vraiment eu le truc, encore une fois, j'étais jeune donc je ne regardais pas les performances, c'était Dustin Hoffman qui m'avait à l'époque ébloui dans Rain Man. Maintenant je vois la différence, mais c'est dans Magnolia où au milieu de grands acteurs, parce que il est pas tout seul, il y a du lourd autour de lui et il sort clairement du lot. Quand le film se termine, Tom Cruise, on s'en rappelle, quoi. Ouais, non, mais on s'en rappelle. Et puis effectivement, comme l'a dit Béa, ce qui est génial, c'est que il est à la fois dans le rôle de Tom Cruise tel que tu te l'attends, c'est-à-dire qu'il joue un gourou de télévision, donc c'est quand même un type dont le métier c'est faire le show, dont le métier c'est de manipuler les sentiments des gens, en fait. Honnêtement, il y a vraiment cette dimension-là, donc c'est vraiment le Tom Cruise peut-être que tu te l'imagines, et au début tu dis ouais ok, il est dans la surcaricature, et puis effectivement, plus le film avance, et plus en fait ça se craquelle, plus ça se fissure, et justement le fait qu'il arrive à t'accrocher avec finalement la caricature que t'as de lui au début, pour t'entraîner sur un terrain
l'imaginais pas renforce d'autant plus le côté sincère de sa prestation. Il y a vraiment cette dimension qui, voilà, parce que les autres acteurs sont géniaux, mais voilà, enfin tu parles d'acteurs géniaux, il y a Philip Seymour Hoffman, il y a William H. Macy, il y a Julianne Moore. Les autres ont moins de personnages taillés pour eux, même si je sais pas si c'était spécialement taillé pour lui, ça j'ai jamais trop su, mais il était l'acteur parfait pour incarner, et il y a vraiment une résonance. Enfin, voilà, c'est comme Stallone quand il fait Rocky, le premier Rocky. Il y a vraiment cette dimension là en fait dans le personnage de Magnolia qui fait que justement effectivement il devient le personnage qui va te marquer encore un peu plus que les autres, parce qu'il y a ce petit supplément, quoi. Clairement. Ah, il vient de nous scotcher, il a toujours raison, ce mec-là, il est incroyable. Bah oui, c'est pour ça que tu m'as invité, non? Je t'ai dit, j'ai reçu du lourd et tu seras le boss de fin. Et oui, d'ailleurs, ce sera le dernier épisode de Qu'est-ce qu'il dit. Voilà, merci, au revoir. Et oui, Béa, est-ce que... Ah oui, tu as encore d'autres choses à dire sur ce film, je présume. Je crois que tu pourras en parler pendant des heures. Oui, donc c'est bon. Non, j'ai juste envie de dire, si vous ne connaissez pas ce film, voilà, il faut le regarder, vraiment. Film très, très sous-estimé, je veux dire. C'est un film qui n'a pas été en gros carton par ici. Mais après, c'est un film de 3 heures, c'est avec une structure particulière aussi. Mais j'ai eu un sentiment à l'époque, autant j'étais admiratif devant le jeu d'acteur et devant la réal, il était des fois un peu chiant. Et là, c'est le mec qui voit un film de 3 heures qui parle, c'est pas le cinéphile. Il y a des fois où c'était un peu chiant. Tu me permettras de ne pas te répondre sur ce. Voilà, c'est ça. Non, mais je peux insulter. Ici, on a le droit de dire des gros mots. Mais oui. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est pas un film qui effectivement est taillé pour exploser le box-office, en fait. C'est clair qu'effectivement, on l'a dit, film de 3 heures, film choral. Et je pense vraiment qu'il faut le revoir. Si vous n'avez pas fait l'expérience de le revoir, bah, vous le verrez autrement. C'est juste que je pensais vraiment le trouver facilement pour repréparer l'émission. Je l'ai pas retrouvé, donc là j'en parle avec mon souvenir qui doit avoir à peu près 18 ans. Ah oui. Et c'est un peu difficile. Oui. Donc j'ai changé depuis et j'aimerais le revoir pour... Mais par contre, je saluais déjà la performance de Tom qui était énorme dans ce film, quoi. Et c'est vraiment la première fois où je me suis dit, le connard, il a une belle gueule, il est bien foutu, et en plus de ça, c'est un putain d'acteur, je le déteste. Je suis content que Dieu lui ait mis la scientologie en tête, juste pour qu'il ait vraiment un gros défaut et que ça devienne quand même un connard. Ah oui, bah, alors, sur la vie privée, c'est pas son seul défaut, même s'ils sont liés. Hein. Enfin, voilà. Oui, c'est lié. Le rapport avec ses épouses est quand même extrêmement, on va dire, problématique, ne serait-ce que par le fait d'imposer des clauses comme des clauses de cession particulières au moment des divorces. Il voit plus sa fille qu'il a eu quand même avec sa deuxième femme. En raison d'accord avec les avocats, donc il y a des choses quand même, il y a une part d'ombre en fait chez lui, et c'est pour ça que je parlais du personnage Tom Cruise tout à l'heure. C'est que c'est en fait à un moment donné il s'est pris à son propre piège, c'est-à-dire que la personnalité publique et l'être humain qu'il y avait derrière, à un moment donné il a plus quitté terre, et c'est justement peu après Magnolia, parce que je pense qu'il a été personnellement vexé par l'échec de Magnolia, autant au box-office, mais surtout, je pense, aux Oscars, parce que ça faisait un moment que Rayman, voilà, en fait, ça commence avec Rayman. Avec Rayman, enfin, il y a La couleur de l'argent, mais vraiment, Rayman, c'est le début de Tom Cruise qui veut montrer qu'il sait être un acteur. Il va quand même enchaîner Des Hommes d'honneur avec Rob Reiner, La Firme avec Sidney Pollack. Tu vas tourner avec Sidney Pollack, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas de la merde. Entretien avec un vampire, où il incarne le méchant de l'histoire, et pas n'importe quel méchant. Enfin, c'est un méchant particulièrement... Voilà, Lestat qui est quand même un méchant particulièrement vicieux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il est dans ce moment-là et il va avec Stanley Kubrick, il consacre 2 ans et demi de sa vie, il fait exploser son couple pour le plaisir de Stanley Kubrick. En plus, c'est le dernier film de Kubrick. Enfin, je veux dire, il est dans cette idée qu'à un moment donné, il va être l'acteur total, et en fait, il arrive avec Magnolia, qui effectivement, et on voit, enfin honnêtement, pourquoi Tom Cruise n'a pas l'Oscar.
voilà, ça fait partie des incompréhensions des Oscars, mais il arrive, et je pense qu'il est persuadé que ça y est, il arrive à maturité, et là, il se prend une claque dans la gueule, et là, il y a une sorte de dissonance qui s'est produite dans le personnage de Tom Cruise, qui va culminer, en fait, avec La Guerre des Mondes, finalement, où c'est quand même le type qui va réussir à fâcher Steven Spielberg, qui est peut-être le type le plus cool de toute l'industrie, et Spielberg va dire, mais je ne te veux plus sur mes plateaux de tournage, plus jamais. Bien sûr, il envoyait Tom Cruise pour la promo, et il ne parlait que de Scientologie. De Scientologie, Cruise, et puis il venait de rencontrer, enfin il allait se marier avec Cathy Holmes, c'était le début, et donc voilà, c'était la Scientologie. Non, il parlait beaucoup de sa vie privée, en fait, il parlait beaucoup de Cathy Holmes. Ouais, et on se rappellera toujours le passage chez Oprah Winfrey. Ouais. Oh là là. Puis mais même sur les tournages, même sur les tournages, il imposait les caravanes scientologues, en fait, pour que les techniciens, s'ils le souhaitent, puissent aller écouter le discours de la scientologie. Et ça fait partie justement des griefs qui ont fait péter un câble à Steven Spielberg, en fait. Il avait offert une moto à tous les membres qui allaient voir la scientologie, qui allait dans. Ouais, donc voilà. Il offrait une moto à tous les cadreurs, à tous les caméramans qui allaient voir pour rentrer. Il disait, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais allez à l'église, vous allez voir. Mais la Paramount aussi, l'a lâché à ce moment-là. Enfin, c'est. Ouais, complètement. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas que la scientologie, c'est-à-dire que Tom Cruise est quelqu'un qui a toujours eu un rapport spécial avec la spiritualité. Il a failli devenir prêtre. C'est vrai. C'est vrai. Donc il était très très croyant, très jeune. Et puis donc c'est vraiment quelqu'un, à mon avis, qui a besoin d'une force supérieure, qui a besoin de croire à quelque chose. Et ça a été très vite. Il s'est marié avec Mimi Rogers et qui était la fille d'un scientologue très connu. Oui, et elle l'a fait rentrer très très vite. Et très vite, ils se sont servis de lui. Ils se sont dit, on tient un acteur, un des plus connus. Et la tête de gondole, hein. Exactement. Et il s'est ridiculisé, en fait. Et heureusement, il y avait, heureusement, il y a eu toute la période avec Nicole Kidman parce que elle n'était pas à fond là-dedans, et donc elle a réussi à le tenir un peu à l'écart de ça, mais non. Puis il y avait aussi son agent, on en parlait tout à l'heure. Je sais pas si c'était Paula Wagner qui. Enfin, en tout cas, je me sens que son agent vraiment lui interdisait, en fait, de parler scientologie et tout. Et puis bon, à un moment. Il a craqué. Oui, à un moment donné, voilà, qui peut contrôler Tom Cruise? Et c'était aussi ça le problème, c'est que il était au sommet du monde, et il avait les pleins pouvoirs. Enfin voilà, c'était le roi du box-office. En même temps, de son point de vue, je pense une fois que t'as plus touché terre, c'est compliqué de se dire que le sol peut revenir assez vite, quoi. C'est clair. Mais après Magnolia, moi, il a réalisé celui qui est mon chouchou. En tout cas, dans la liste qu'on a, il y en a deux que j'aime de lui, mais Collatéral, de Michael Mann. Surkiffe, méga surkiffe ce film. C'est une tuerie totale. Moi, je l'aime. Dans tous les sens du terme. Mais j'adore Jamie Foxx, j'adore Tom Cruise dans ce film. C'est le meilleur méchant qu'il a joué, clairement. Non, les stats. Vincent. Ah non. Ah, j'aime bien les stats, hein. Ah oui, mais t'es une fille, t'es fan des vampires. Ah, non, c'est pour ennuyer les gens qui disent. Te laisse pas faire. Je me suis fait ennuyer dernièrement par des féministes qui disaient des choses, et là je fais, t'es une fille, t'aimes bien des vampires. Mais c'est pas vrai, je rigole. Non, il est mieux là-dedans que dans Entretien avec un vampire. Je sais pas s'il est mieux. C'est différent. Michael Mann l'a rendu génial, quoi. Mais après, je trouve le film Collatéral meilleur encore qu'Entretien avec un vampire, qui est un très bon film, hein, c'est pas la question. Mais Collatéral a pour moi justement quand même cette énergie d'un Michael Mann qui est vraiment au top de son art en termes expérimental, c'est-à-dire que c'est le film Michael Mann qui va finalement se dire, je vais aller au bout de mon obsession qui est la nuit américaine au sens littéral, et il va plonger Tom Cruise et Jamie Foxx dans la nuit de Los Angeles avec les caméras numériques et leur utilisation de la supersensibilité, et il y a vraiment tout ce côté de cinéma complètement fou, en fait, que tu ne retrouveras plus forcément après chez Michael Mann, c'est un peu justement pour moi après Hit, c'est vraiment le pinacle de sa filmographie, et après derrière ça va
va décliner. Mais il y a vraiment ce côté vraiment, vraiment fou expérimental. Même si en fait, d'un point de vue scénario, j'aime pas le dernier acte, en fait. De Collatéral, enfin j'aime pas. C'est-à-dire que j'aime pas la coïncidence qui amène au dernier acte. En fait, c'est pas ça. C'est que le dernier acte en termes narratifs, je le trouve bien, mais la coïncidence qui amène au dernier acte, elle m'a toujours posé un problème en fait. Je trouvais qu'elle était complètement inutile. Mais bon, bref. Mais il y a cette espèce d'envie folle de cinéma de Michael Mann qui à la fois fait ce qui pourrait être une simple série B parce que finalement c'est un tueur à gages qui est véhiculé par un taxi pour abattre des cibles Los Angeles. Enfin je veux dire c'est un pitch Hollywood Night à la base, hein. Surtout qu'en plus à la base c'est Jason Statham qui lui donne la mallette à l'aéroport. Donc oui, voilà, quand ton film commence et que ton partenaire d'opération c'est Jason Statham, tu dis waouh, où est-ce que je mets les pieds? Il apparaît 4 secondes. Hein. Mais il transcende ça en fait, parce que pour moi série B c'est pas une insulte en fait, c'est même peut-être c'est un cinéma que j'adore. Mais il transcende ça, c'est-à-dire qu'avec un vrai besoin de cinéma, etc. Et ce qui fait que je serais pas départagé en termes d'interprétation, le Vincent de Collatéral, du Lestat de Entretien avec un vampire, mais en termes de cinéma, moi je trouve Collatéral c'est un fantasme de cinéma absolu en fait. Pour un amateur comme moi de films d'action et de polar, il y a vraiment un truc, une transcendance finalement du genre que je trouve assez fabuleuse quoi. Moi, par rapport au personnage de Vincent, une chose que j'adore, et c'est que le nombre de fois où tu changes ton point de vue vis-à-vis de lui. Oui. Tu vas l'aimer, le détester, le réaimer. Tu dis ah mais en fait il est cool. Et puis il va tirer une tête dans la tête d'un il va tirer une balle dans la tête d'un flic. Parce que l'inverse c'est compliqué. Ouais. Pardon monsieur le professeur. Air directeur, j'ai oublié. Air directeur. Voilà. Non mais il arrive à devenir sympa. Moi, les scènes de dialogue, c'est pas les scènes d'action que je retiens, c'est les scènes en tous les deux dans le taxi quand ils parlent sont dingues. Et là, tu l'aimes, Vincent, et tu te dis, il a quelque chose. La scène avec le alors c'est trompettiste ou c'est non, c'est pas trompettiste, c'est un oui, bien sûr, mais saxophone. c'est super cool. La scène avec le saxophoniste. Non, il est trompettiste. Hein. Il est trompettiste. Trompettiste. Donc c'est bien trompettiste. Voilà. La scène avec le trompettiste qui est vraiment un vrai moment de découpage. Voilà. Enfin là, Michael Mann. Dingue. La maîtrise est totale quoi. Absolument. Pouah. Et là, tu l'aimes bien, Tom Cruise. Tu l'entends parler comme ça, avoir un sourire, regarder le mec avec admiration, etc. Ouais, en fait, voilà, il passe et paf, balle dans la tête. 3 ans. Et mais c'est un connard en fait. Et c'est vraiment, tu arrives. C'est dingue de rendre un personnage comme ça. Et avec Michael Mann qui pouvait réussir. Bah c'est un peu ce qu'il avait fait pour De Niro dans Heat. Non mais c'est ça en fait. Michael Mann, il est quand même, il arrive à mettre une ambiance. Une atmosphère et alors là j'avoue alors Hit j'aime beaucoup Hit moi c'est un top 3 oui Hit, non j'aime beaucoup Hit aussi mais je trouve qu'en plus là dans Collatéral cette ambiance donc cette nuit de folie là effectivement en termes de photographie c'est magnifique. Et après, je suis peut-être moins dithyrambique que vous sur le perso de Tom Cruise. Et en même temps, quand je t'entends parler, Chris, je me dis, mais oui, en fait, oui, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai qu'à la base, je le trouve assez lisse quand même. Enfin, voilà. Alice justement, ouais, je trouve voilà. pas Mais non, mais lisse. oui, de la façon dont tu m'en as parlé, je vais peut-être le re-regarder pour revérifier ça. Mais non, par contre, ce qui est intéressant, c'est de le voir dans un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. Et même physiquement, enfin, tu vois, ce côté grisonnant et tout. Enfin, c'est pas du tout... Moi, je trouve qu'il est monstrueux de charisme dans ce film. Et pourtant, face à Jamie Foxx, il fallait y aller. Ah oui, mais le duo fonctionne le duo est incroyable. C'est marrant parce que là, il fonctionne dans un polar sombre et on se dit qu'il pourrait très bien fonctionner aussi dans un autre, dans une comédie policière ou enfin, je veux dire, ça fonctionne très bien. Ils ont un très très bon duo. Ah oui. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais je verrais bien dans un buddy movie tous les deux, quoi, du même côté, quoi. Non, puis ce qui est génial, c'est ce côté prédateur en fait qui a, c'est-à-dire que c'est un type au début, tu le vois, il est assis à l'arrière du taxi, le premier meurtre, tu n'y assistes pas,
et puis d'un seul coup en fait quand il tombe sur les tueurs et qu'il s'en débarrasse en un éclair, enfin t'as vraiment ce côté voilà, prédateur qui attend. Puis par contre quand ça part, la scène où il traque en fait, où en fait il est traqué mais en fait c'est lui qui devient le chasseur, c'est vraiment, enfin moi c'est comme les raptors finalement dans Jurassic Park, où t'essaies de te cacher dans les hautes herbes et que c'est peine perdue. C'est vraiment ça quoi. Il y a ce côté les types qui disparaissent aspirés dans la foule parce qu'il les chope. Il y a un truc voilà, et ça c'est la dynamique Michael Mann, Tom Cruise qui arrive à donner vraiment ce côté animal en fait, qui a ce côté tu vois que c'est un type qui a un passé, qui a des trucs, et puis d'un seul coup il y a l'animal qui prend le dessus quand il y a un instinct de survie en fait qui débarque quoi, et il le restitue, enfin ce côté voilà concentré, enfin vraiment tu sais ce switch, enfin, et je pense qu'il est comme ça aussi dans la vraie vie. Je pense qu'effectivement en tant que comédien c'est un type quand ça dit tourner, je pense que il est on off à mon avis, tu vois, c'est pas un mec qui a besoin de se chauffer, et je pense qu'il est vraiment comme ça, et tu retrouves ça dans le personnage, et je trouve ça assez fou finalement la façon dont c'est rendu quoi. Bah, j'aimerais l'avis de quelqu'un à qui je dis depuis 1 an ou 2 de regarder Heat et qu'il n'a pas encore vu. Il est jeune, et il a beaucoup de choses à voir. Il regarde tous les DVD qu'il a derrière lui, il regarde beaucoup. Il y a beaucoup de sombres merdes, parce qu'on aime bien les sombres merdes. Mais j'aimerais. Mais on est fan de Nanar, clairement, tous les deux. Absolument. Greg, tu viens de découvrir Collatéral. Collatéral, ouais, j'ai regardé les 5 premières minutes, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je me suis dit Tom Cruise en méchant, ça ira pas. Mais bien sûr que et en fait, c'est un film. À la fin du film, je me suis pris une vraie claque. Je me dis voilà, paf. Voilà, Greg. Faut pas juger un film sur les 5 premières minutes. Tom Cruise en méchant, c'est énorme. C'est génial, c'est encore mieux que Tom Cruise en gentil. Il est super dans ce film. Et par contre, là où j'ai eu un petit peu peur, et c'est ce qui fait la force du film, c'est son jeu avec le jeu de Jamie Foxx, qui est un acteur dont je suis pas vraiment fan, mais c'est un bon acteur, faut le reconnaître. Et en fait, pire qu'un duo, on a parlé de duo là tout à l'heure, en fait, c'est pas vraiment un duo. Je dirais même que c'est une espèce de petit duel, parce qu'ils sont pas amis, ils commencent à se connaître un petit peu, ils le fréquentent dans son taxi, etc. etc. D'ailleurs, il se sert de son taxi pour commettre les meurtres, enfin bref. Mais c'est plus qu'un duo, c'est un duel, et on le voit bien d'ailleurs à la scène de fin, qui est vraiment pas trop mal, je trouve, à la fin. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais le film, oui, là pour le coup, c'est une claque. Et alors, pour la petite anecdote sur la boîte, parce que moi j'achète les DVD effectivement, et sur la boîte c'est marqué un film coup de poing, et je crois que c'est The Independent qui a cité comme ça un film coup de poing, et effectivement c'est le cas. Voilà, je me suis pris un coup de poing, je me suis pris une claque, parce qu'en fait le film est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et juste une chose, j'ai adoré, il y a une chose, j'attache beaucoup d'importance dans les films, dans les sagas, dans les séries de films, à l'évolution des personnages. C'est pour ça que je suis un grand, grand fan de séries TV. Le personnage de Jamie Foxx évolue énormément durant ce film, parce qu'au départ il est un petit peu timide, il est un petit peu non, il est pas timide, il est posé, il a son projet avec les limousines, etc. Il rencontre une fille, limite il tombe sous le charme, etc., etc. Et en fait, il a peur, c'est normal quand il se fait prendre en otage. Et à la fin, vers la fin du film, quand il est dans le bar, en fait, il se prend pour Vincent. Tellement on a l'impression qu'il l'a côtoyé, il se prend pour Vincent pour aller récupérer une clé USB pour avoir les derniers contrats. Et en fait, le moment où il se retourne et qu'il dit et dites à votre gars derrière de ranger son arme, sinon je pars et je lui fais la misère. Enfin, jamais Jamie Foxx il aurait dit ça durant tout le film. Et là il le dit. Puis alors en face de lui il y a Javier Bardem. Enfin, ce film il y a plein de surprises, parce que je suis un grand fan de Bardem. Ce film est plein de surprises, et franchement j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Ouais. Et moi ce que j'aimais vraiment aussi, c'est le fait que Jamie Foxx, il a peur de Tom Cruise, et ce serait n'importe quel film, ce serait un mec qui flippe, mais en même temps on voit l'admiration qu'il a pour lui. Quand Tom Cruise parle, il fait réfléchir Jamie Foxx. Et on le voit effectivement sur son visage, parce qu'on a souvent la caméra quand il est en train de conduire le taxi. Parce que ce que dit Tom Cruise n'est pas con.
Appelle-la. Oui, et puis parce que lui, Appelle-la, tu sais voilà, pas. parce que lui, enfin Jamie Foxx, il a son personnage, voilà, qui se contente de sa situation, qui va essayer de s'en sortir, mais qui a des rêves quand même, mais qu'ose pas, qui reste prudent et tout. Et forcément, il a derrière lui un mec qui, voilà, qui obtient ce qu'il veut, qui a de l'argent, enfin, et, hum, et ouais, non, la relation est vraiment intéressante. Complètement. Et on a aussi il se complète un petit peu sur certains points aussi quand même, je trouve, hein. Parce que il y a des fois, par exemple, notamment dans cette scène dans le bar, Jamie Foxx vient compléter complètement le jeu d'acteur finalement de Tom Cruise, parce que quand il est dans le bar, il se prend pour Vincent. Et on se dit, mais en fait, Vincent, il aurait pu réagir comme ça. Vincent, donc, c'est Tom Cruise. Il aurait pu réagir comme ça. Et enfin, c'est assez... c'est pas trop mal. Mais ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est la scène de fin dans le métro, hein, ou un RER, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est assez cool. Franchement, c'est très bien. Papa, est-ce que c'est un de tes Tom Cruise préférés? Bah oui, c'est un de mes Tom Cruise préférés. C'est pas pour rien que d'ailleurs je l'ai proposé. Voilà, comme on l'a dit, on a quand même la réunion de Tom Cruise qui est vraiment à un moment de sa carrière où il essaye plein de trucs et il est vraiment au top de sa forme, au top de son jeu. On a en parallèle Michael Mann qui lui aussi vraiment au top niveau et qui du coup propose un film complètement voilà complètement fou sur la forme, voilà, qui trouve l'histoire, le comédien qu'il faut. Et voilà, et par rapport à Tom Cruise spécifiquement, on est quand même sur ce moment où il va chercher à prendre des risques, à faire un peu autre chose que ce qu'on attend de lui. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément nouveau, hein. Voilà, on l'avait dit quand il avait notamment, ne serait-ce que commencé avec Rain Man et des choses comme ça, il avait déjà en fait une première étape dessus. Mais là, voilà, on est sur le côté je vais m'amuser à jouer un peu avec mon physique. Alors évidemment, hein, il s'est pas enlaidi, mais ce côté où il commence à assumer son ton grisonnant, où il a un visage extrêmement fermé, le fait qu'il joue un méchant aussi, c'est intéressant de le voir finalement se plier à l'exercice de jouer méchant parce qu'il a envie à un moment donné de tourner avec ce réalisateur-là dans ce film-là, dans ces conditions-là. Et voilà, et il est vraiment très très bien. Effectivement, comme ça a été dit, le duo parfait, enfin le duo, en tout cas la combinaison entre Jamie Foxx et Tom Cruise, voilà, qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup cette capacité qu'il a dans ce film-là de jouer un retenu, parce que voilà, on a souvent l'habitude d'avoir Tom Cruise, voilà, on parlait de Risky Business en tout début d'émission, ou même un film qu'on n'a pas encore dont on n'a pas parlé, mais Jerry Maguire, voilà, qui est super connu depuis avec le même Show Me the Money. Là on est sur un truc vachement plus subtil, vachement plus en retenue, et le fait est que ça fonctionne vraiment super bien, et ça fait plaisir de le voir dans ce rôle-là, et dans assumer finalement une facette de lui et de son jeu qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, et en tout cas pas celle que le grand public connaît et retient, quoi. Et je crois que Béa va intervenir. Ouais, bah alors c'est dans cette idée-là, mais je reviens quand même sur Entretien avec un vampire, où il interprète effectivement un méchant, un grand méchant, qui est Lestat, et on a un peu cette même démarche. C'est vraiment lui qui a voulu faire Lestat, et personne ne voulait de lui. Et même l'auteur, en fait, Anne Rice, qui a écrit les bouquins, elle dit mais non, mais Tom Cruise, c'est pas du tout Lestat. Qui est un personnage hyper complexe, et elle s'est excusée, elle lui a envoyé une lettre après pour s'excuser, parce qu'il est formidable dedans. Et là aussi, il partage quand même la vedette avec Brad Pitt. Brad Pitt. C'est quand même pas rien, quoi, de les voir réunis. Et je trouve que là, pour le coup, il y a un équilibre entre les deux. Pour moi, alors il y a juste le personnage de Lestat qui, forcément, comme c'est vraiment le vrai méchant, bon, je dirais, il a peut-être il est un peu au-dessus, mais bon, Brad Pitt est formidable aussi dedans. Et Brad Pitt ayant lui aussi ce besoin de prouver des choses, et ils se mettent quand même dans des situations qui, je pense, n'étaient pas forcément évidentes à jouer,
à ce stade de leur carrière, en fait. Mais il y avait la suite d'Entretien avec un vampire et le mec c'était la Reine des Damnés, et il essaye vraiment d'imiter Tom Cruise et il en devient ridicule. Mais j'ai pas vu et ça. c'est là où on voit le jeu de Tom Cruise, quoi. C'est marrant maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai jamais fait le lien en fait. Moi je le vois essayer de l'imiter dans sa manière de bouger, dans sa manière de regarder les gens. Et on voit, on lui a dit tu fais les stats, c'était Tom Cruise avant. Bon, on lui dit tu lui ressembles un tout petit peu. Et il a essayé vraiment d'imiter le Lestat du 1, et c'est là où on voit le jeu en nuance de Tom Cruise, c'est que Tom Cruise n'est jamais ridicule, et lui il a l'air vraiment très con des fois. Ah, il y a un blanc. C'est parce que j'ai dit un mot comme con que Non. vous pouvez pas parler, hein. Vous pouvez me rattraper, et ouais, non, c'est vrai J'avoue, que je l'ai pas vu, moi, non. donc je peux pas. Non, mais on voit souvent ça quand un acteur est remplacé dans un film, et quand l'autre essaye de l'imiter, on peut voir la différence entre un bon et un moins bon acteur. Ben écoutez, moi j'ai envie de parler du film donc Stéphane nous a dit que Spielberg a dit qu'il ne voulait plus jamais travailler avec Tom Cruise, donc c'était La Guerre des Mondes. Est-ce que vous avez aimé La Guerre des Mondes? Greg, c'est le premier Tom Cruise que tu as vu, donc est-ce que tu as aimé ce film? C'est le premier, effectivement, et j'avais été assez surpris de voir un film de science-fiction fait de cette manière, on va dire. Parce qu'il est quand même un peu spécial, faut être honnête, dans l'histoire, dans pas mal de choses. Mais moi, j'avais bien aimé. Alors après, j'ai pas eu le temps de le revoir là pour l'émission. Mais quand je l'avais vu, j'avais bien aimé. Ouais. Après, moi, je suis très science-fiction, donc j'aime bien. Puis il y a Top Cruise, donc c'est top quand même un petit peu. Donc voilà. Ton rapport avec ce film, Stéphane? Bah, c'est un film que j'aime beaucoup, moi, La Guerre du Monde, et à mon sens, c'est un film très important parce que c'est vraiment le premier grand blockbuster américain post 11 septembre 2001. Ah, carrément. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais, voilà, c'est parce que c'est ce film-là en fait où ils vont se réapproprier pour la première fois de façon aussi frontale finalement la sidération, voilà, les images de destruction qui ont tourné en boucle sur toutes les télévisions, où on se souvient tous de ce moment où on a vu les tours s'effondrer, on se demandait ce qu'on était en train de regarder, surtout voilà le nombre d'angles de caméra qu'il y avait à l'époque. Enfin, c'était presque hollywoodien justement de la façon dont ça s'est passé, donc il y avait besoin de dépasser ça, et donc c'est important pour ça. Et puis surtout Tom Cruise, du point de vue de Tom Cruise particulier, de sa carrière et de son jeu, c'est ce qui est intéressant, c'est que il joue le père de famille ordinaire en fait, il joue le no-name. Il joue un peu son père, on dirait. Je veux dire, un père absent. Voilà, bah oui, exactement. Bah, en plus, voilà, il joue un père absent, un père qui n'a pas les clés finalement de la vie de famille, qui ne comprend pas finalement exactement ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit réagir, qui a un peu abandonné ses enfants. Il y a aussi, c'est marrant, c'est intéressant de superposer ça par rapport à l'expérience de Spielberg aussi, où la figure du père est très centrale, très très importante, et pareil ce père un peu qui est absent, et du coup là voilà, Tom Cruise se réapproprie cette figure paternelle, devient cette figure paternelle, et une figure paternelle qui se cherche. Et ça, d'un point de vue de son parcours personnel et de sa filmographie, c'est finalement un changement qui est assez intéressant. Voilà, il va pas jouer le type qui va sauver le monde, il va pas jouer le mec courageux. Au contraire, voilà, il va passer tout le film finalement à essayer d'empêcher son fils de s'engager dans l'armée, et essayer d'empêcher son fils de sauver le monde. Voilà, c'est un type qui essaye de survivre tant bien que mal, et qui en même temps apprend finalement ce que ça veut dire que d'être père, apprend ce que ça veut dire que d'avoir une relation avec des enfants qu'il n'a pas forcément connu comme il voulait, quoi. Voilà, donc à tel point que cette reconstitution familiale se termine sur ce moment un peu étrange, un peu bizarre, où tout le monde survit, y compris les beaux-parents, voilà, que tu vois revenir. C'est coucou, finalement, on est là. Ouais. On a survécu alors que le monde autour s'écroule. Voilà, il y a quelques trucs un peu étranges justement dans cette thématique familiale, qui est peut-être parfois un peu poussée un peu loin, quoi. Ben moi c'est la fin, c'est pas la famille Simpson, c'est la fin trop rapide. Ah, ils ont été tués par une bactérie, et c'était trop rapide en fait. Bah ça aussi, c'est un truc qui vient du roman original en fait à la base. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ça aurait pu prendre un quart du film où voilà, la bactérie arrive, mais là le film s'arrête très vite. Je me rappelle avoir vu le temps que durait le film, et quand j'ai dit quoi, il reste 8 minutes et il y avait encore des explosions.
Et puis, en fait, ils sont morts, voilà. Ils sont morts tout seuls. Oui, non, mais c'est vrai que c'est traité un peu étrangement, mais quelque part aussi, c'est aussi ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que la survie, enfin, du coup, la destruction des extraterrestres, c'est pas tellement un enjeu en fait. C'est-à-dire qu'il va jamais passer tout le film Un entre-deux. à essayer de trouver la solution. Il cherche pas à sauver le monde du tout. Donc finalement, il y a ce côté Fleet, ils sont morts. J'étais pas au courant. Et peut-être plutôt raccord avec ce point de vue justement qu'adopte le film, ce point de vue justement de l'homme de la rue qui se prend ça en pleine tronche, qui sait pas comment réagir et qui n'est pas armé, qui n'est pas là en fait, qui ne peut pas réagir. Et ce type, cet anonyme, ce no-name dans la foule qui ne comprend pas ce qui se passe exactement quoi. Belle avis, Béa. Peux-tu nous parler de ces films? Ouais, alors moi je l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu plus tard. Alors moi j'adore Spielberg, mais j'avoue que ce film-là ça fait partie des films de Spielberg que j'aime pas, ou que j'aime moins, on va dire. Je sais pas, je trouve pas le cinéma de Spielberg en fait dans ce film. Je trouve intéressant le côté granuleux, sombre. Donc, j'aime bien l'ambiance du film, mais le film en lui-même ne m'a pas du tout captivée. Et oui, ce qui peut être intéressant, c'est de voir Tom Cruise qui est aux antipodes de ce qu'il fait d'habitude, enfin en tout cas antipode du héros, et il est crédible là. Oui, là du coup on se dit avec la gueule qu'il a, il ne pourrait pas jouer ce rôle-là. Il ne doit pas sauver le monde, il doit juste survivre. Mais je sais pas, je sais que c'est un film qui est plutôt bien accueilli en général, mais ouais, moi j'ai pas réussi, et pourtant j'aime la science-fiction, j'aime Tom Cruise, j'aime Spielberg, mais non, il me touche pas quoi. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un film qui divise, donc il y a énormément de fans et énormément de gens qui détestent. Moi c'est pas non plus mon Spielberg préféré. Je déteste pas, mais ouais, bof. Nous on a fait une émission sur Spielberg et tout comme tout à l'heure j'ai dit que c'était un De Palma mineur, je trouvais que c'était un Spielberg mineur, donc je ne l'ai pas du tout mis dans notre émission Spielberg. Mais j'ai dit pendant que tu parlais, je trouve qu'il est crédible, alors que quand on te dit Tom Cruise va jouer un ringard qui s'occupe pas de ses gosses, qui est souvent au café et tout, on n'y croit pas trop. Et en fait, ah oui, non mais on voit pas Tom Cruise, non. On voit pas Tom Cruise le beau gosse dans le film. Et je trouve que ça, il le joue pas mal. Il fait pépère, voilà. Il fait pépère. Oui, mais c'est intéressant, justement. Oui, c'est intéressant effectivement de le voir dans un rôle dans lequel on l'aurait pas absolument pas mis. Donc, c'est ça, je pense, c'est le premier film que j'avais vu. Et quand je reviens sur ce film-là en discutant, c'est vrai que dans les autres films que j'ai vus là avec Tom Cruise, c'était un film... dans des films souvent dans lesquels c'est un héros, il a déjà peut-être une réputation, est déjà connu par exemple Mission Impossible, Top Gun. Là, on arrive, comme l'a dit Papa, c'est un no-name. Le mec, c'est juste un père de famille, et en fait, il y a des extraterrestres qui arrivent, ça va être le carnage, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que Tom Cruise, il arrive à se défaire de ça. Dans la survie pure en fait. Contrairement à d'autres films, il participe pas à la mort des extraterrestres, c'est juste comment il survit et comment il s'occupe. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça, et c'est un film c'est un film catastrophe. Donc dans pas mal de films catastrophes, t'as aussi des acteurs qui sont des grands acteurs qui ils luttent pour leur survie. C'est un peu l'objet du film catastrophe là pour le coup, parce que c'est un film de science-fiction mais c'est catastrophique. Donc il peut. Oui, effectivement, c'est comme tu disais, c'est un film de catastrophe en tout. Il va reprendre les aventures du Poséidon, sauf que il va remplacer le bateau par voilà, exactement. Donc il y a vraiment cette tradition-là, en fait, cette volonté de pas faire autre chose que un simple film de survie du point de vue du type de la rue, quoi, vraiment du point de vue le plus basique qu'on puisse trouver sur ce genre de situation. Mais écoutez les amis, je crois qu'on va bientôt devoir se séparer de notre ami Stéphane. Donc on aurait une émission un peu plus longue, on aurait parlé de films comme Minority Report, Le Dernier Samouraï, que Béa affectionne beaucoup, alors qu'on avait beaucoup de choses à dire dessus. On se serait disputé. Là, on a été finalement d'accord, hein, mais ouais, ça aurait été.
En 3 phrases, Stéphane, donne-lui un argument j'ai essayé de lui expliquer sur Twitter pourquoi je n'aimais pas. Dis-lui pourquoi tu n'aimes pas. Non, mais voilà, c'est tout simplement le fait que le dernier samouraï, tu peux retourner comme tu veux, ça reste Tom Cruise le blanc. Exactement. Quoi. Et c'est à lui qu'on donne tous les secrets, tiens. Ouais, voilà, exactement. C'est un peu gênant qu'effectivement tous les Japonais meurent. Enfin, il y a des côtés syndrome Danse avec les loups plus quoi. Et tous les Japonais meurent, sauf lui. C'est le dernier qui reste, et c'est un peu dommage que l'héritage passe que par lui, quoi. Eh ben moi j'ai envie de vous dire, revoyez-le, parce que pour moi, le dernier samouraï, ce n'est pas Tom Cruise. En tout cas, c'est le dernier qui est vivant, quoi. Pour moi, non mais d'accord, mais c'est l'histoire, c'est pas son histoire à lui. Enfin, c'est ça le truc, c'est que si tu le regardes autrement, ce film, c'est vraiment l'histoire de Kakamoto, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais tu vois, c'est tellement son histoire qu'on se rappelle plus de son nom, tu vois. Oui, on se rappelle là, on serait sur Facebook, je mettrais le gif de Michael Jackson qui mange des pop-corn. Oui, continuez, je vous écoute. Mais non, mais je comprends, mais brûler ce film pour les 10 dernières minutes, c'est dommage, quoi. Mais sur ce point-là, en fait, pour moi, il fait vraiment l'erreur que ne faisait pas McTiernan avec son film avec Antonio Banderas là, sur les Vikings, évidemment. Le nom m'échappe parce que sinon c'est pas drôle. Pas le 13e guerrier. Oui, voilà. Crédibilité zéro. Bah oui, désolé, le 13e guerrier, effectivement, la crédibilité en prend un coup. Voilà, le 13e guerrier où effectivement, il y a quelque chose qui se produit dans le 13e guerrier, c'est que le personnage d'Antonio Banderas s'efface par rapport à la narration quand son rôle de transmetteur, il est scribe, hein, son rôle de transmetteur n'est plus là, et laisse les Vikings. Les Vikings sont toujours là, et c'est eux qui continuent à vivre, qui continuent de perpétuer leur propre légende, alors que là, finalement, au final, tu retournes le premier comme tu veux, c'est Tom Cruise qui est vivant, et tous les samouraïs sont morts, et le porteur finalement de la légende des samouraïs, c'est le blanc qui était venu là un peu au pif, quoi. Et je pense que c'est très maladroit de procéder de cette façon. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout des Japonais qui meurent. Bah, non, super, mais... bonne mentalité. Bravo, c'est merci. Pas ça. Merci. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que je dis que le personnage depuis le début, c'est un mec, c'est un survivor, et il est décrit comme ça. Il aurait dû mourir plein de fois et il ne meurt pas. Donc pour moi, c'est cohérent. C'est cohérent. Non, vraiment, c'est agréable comme film. Les scènes de combat, elles sont magnifiques. Non, c'est pas un mauvais film en lui-même, c'est la morale qui n'est pas bonne. C'est ça que je n'ai pas épais non plus. Vous rigolez ou quoi? Le fait que ce soit l'Américain qui se retrouve avec mais tous les c'est pas secrets. ça, le dernier samouraï. Je sais, c'est une morale qui mais m'a fait déranger à l'époque. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça la morale. La morale, c'est que les Japonais, finalement, ils sont aussi un cœur, c'est ça, c'est des êtres vivants. Non, mais vraiment, revoyez-le. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc sur justement les valeurs des samouraïs et tout. Et lui, d'ailleurs, il arrête. Enfin, je veux dire, c'est même pas... il arrête. Il arrête. Heureusement qu'il arrête, parce que je veux dire, il manquerait plus que ça qu'il s'installe finalement dans le visage et qu'il se fasse renommer Tom Cruise, Tom Yakamoto à la place, quoi. Heureusement qu'il arrête, mais voilà, le problème c'est qu'il arrive, c'est le dernier vivant. Ah non. Je suis sûre que vous l'avez vu il y a longtemps et que vous étiez jeune et sans émotion, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là. Bah oui, le film en lui-même, voilà ce qu'il y a pas. Voilà, non, mais, c'est ce qu'on dit depuis le début. Qu'est-ce qui va pas finalement, c'est ce film en entier, ça va pas du tout, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et même au-delà de ça, il y a quand même le problème de Warswick, parce que voilà, moi c'est aussi un des gros problèmes au-delà de cette pure histoire d'interprétation de la fin et du message ou non sur le fait que Tom Cruise soit le dernier à survivre. Il y a tout le problème d'Edward Warswick qui, je trouve, est un réalisateur pompier au dernier degré, et je déteste son cinéma. Enfin, c'est un cinéma de grosses casseroles, de gros pampans dans la tronche. Il y a zéro subtilité, et tout le film c'est ça. Enfin, c'est complètement disproportionné, disgracieux. Enfin, il y a un truc, c'est le gros moyen hollywoodien avec la grosse musique, les grosses émotions, faut tirer des grosses larmes. C'est du cinéma pompier au dernier degré. Mais je déteste Edward Warswick, en fait. Je crois, j'allais dire que j'aime pas beaucoup, mais non, je déteste Edward Warswick. En fait, c'est ça. Mais non, mais, je me retrouve comme dans Par le Péloche à devoir défendre bec et ongle un film que j'aime beaucoup, mais pas non plus tant que ça. Mais par contre, vous avez dit des bêtises. Il faut le revoir. Mais de toute façon, encore une fois, la beauté d'un film, c'est quand on peut en discuter et ne pas être d'accord. Sûr. Moi, il y a un film, par contre, dont on n'a pas parlé, et donc je vous avais demandé vos avis, et vu
personne l'avait cité, mais moi c'est Jack Reacher. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'ai aimé ce film-là. Ouais. Franchement. Et d'ailleurs, la preuve de ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, Jack Reacher 2 est réalisé par Edward Zwick et il est tout pourri. Ah bah, Voilà, comme quoi. il n'y a pas de hasard. Mais voilà, mais moi le perso de Jack Reacher, je l'aime bien. Oui, moi c'est le mec sympathique. qui part juste avec sa brosse à dents, avec quelques sous, et qui est plus intelligent que tout le monde, plus fort que tout le monde, et en même temps qui a quelques tocs. Enfin, moi le perso, je trouve que c'est une super compo. C'est un bon mélange entre ce que Tom Cruise sait faire de mieux et en même temps ce qu'on voit dans Mission Impossible et d'autres. C'est vraiment un bon mélange de tout ça. T'aimes bien toi, Stéphane, Jack? Ouais, bah, j'aime beaucoup, effectivement. Ouais, c'est encore un film de Christopher McQuarrie. Voilà, j'aime beaucoup son rapport finalement à la simplicité du récit et de l'action. C'est vraiment Tom Cruise qui va faire un film d'action façon années 70, années 80. On aime bien. Bah voilà, et c'est des gens effectivement qu'on affectionne beaucoup. Ce côté très simple du type qui arrive, qui quand il veut briser des colonnes vertébrales, il brise des colonnes vertébrales, qui est plus malin que les autres, et il y a toute cette notion finalement dans le film, voilà, autour de ce type qui est un petit peu décalé par rapport au monde qui l'entoure et qu'on sous-estime un peu. Et il y a aussi, voilà, ce qui est assez rigolo, il y a tout ce rapport finalement au cinéma d'action de façon globale, avec un truc un peu rétro, voilà, comme cette scène où de poursuite en voiture, Tom Cruise, il y a une grosse bagnole qui fait un gros bruit de moteur, une grosse Mustang, quelque chose comme ça, puis en face les mecs qui le poursuivent, ils ont une bagnole toute moderne qui fait une espèce de vieux bruit, qui fait une espèce de Très bien, la voiture. ce que c'est. Et il y a ce décalage là entre justement ce côté très viril du personnage et des types qui le poursuivent qui sont plus modernes mais qui sont complètement inefficaces. Ouais, tu la tiens, ouais. Mais moi, le mec, il est passage que bruiteur, je quoi. surkiffe, c'est la bagarre. Donc, ils arrivent autour de lui, et lui, il explique ce qu'il va leur faire, mais il explique d'un air blasé, genre, ça lui est arrivé 10 000 fois. Il fait, d'abord, je vais te péter la gueule parce que t'es le chef. Ensuite, les deux courageux, là, ils vont venir. Bon, lui, je vais y faire ça et ça. Et les autres, ils vont partir. Ils partent toujours. Et la manière dont il dit ça, c'est vraiment... Ouais, je vis ça Le tous blasé. les jours, mais venez les gars. Il est blasé total. Oui, il est blasé, c'est vrai qu'il y a presque une dimension à la One Punch Man, voilà, ce manga où le personnage principal est tellement fort qu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille, et ça l'ennuie. Bah, du coup, on est un peu dans ce registre. Ah bah je surkiffe ce film. Mais est-ce je suis que vous, content est-ce que bien. vous trouvez Dis-moi. pas que, là, je parle pas de Jack Reacher, mais est-ce que vous trouvez pas quand même que ce mec, ça fait 40 ans qu'il fait du cinéma et qu'il fait partie des derniers du cinéma d'Hollywood, là, enfin je veux dire, c'est un truc Ouais, c'est un de des derniers malade, grands quoi. monstres. Parce qu'il est toujours au top, contrairement à des Bruce Willis, contrairement à des Schwarzy ou n'importe C'est une qui. gestion C'est de quelqu'un qui est carrière toujours au de top dingue. et que les prochaines Missions Impossibles vont sûrement encore faire des 6 ou 700 millions de recettes. Il a une super gestion, comme tu dis. Papa, tu veux intervenir? Oui, ouais, parce qu'effectivement, c'est tout à fait pertinent de dire ça, parce que il a vraiment ce côté star à l'ancienne. Finalement, hein, il a vraiment ce côté-là où on va faire des films pour lui, on va venir le voir lui, un peu comme un Steve McQueen par exemple. Hein, on est vraiment pareil. Ou un Clint Eastwood. Voilà, ou un Clint Eastwood, effectivement, excellent exemple, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, tu vas pas voir uniquement un Mission Impossible ou Collateral, tu vas voir un Tom Cruise en fait. Et c'est un des seuls à réussir à avoir cette dimension-là à ce niveau-là. C'est-à-dire que il va être autant avoir des succès sur des films où finalement il n'y a pas de grosse licence. Voilà, tu prends les Robert Downey Jr. par exemple. Brad Pitt encore. Oui, encore, bah oui, effectivement, il y a Brad Pitt qui est aussi un peu sur ce genre-là, ou même, comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio, c'est pareil, ils arrivent à faire ça, mais le truc, c'est que DiCaprio et Brad Pitt, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas par rapport à Tom Cruise, c'est que Tom Cruise, voilà, il a sa licence Mission Impossible, il a réussi à avoir à la fois le côté véritable acteur avec des projets qui peut drainer les spectateurs, plus encore le gros blockbuster régulier à 1 milliard qu'il peut faire, et c'est un des seuls à avoir cette dimension-là. En même temps qu'il arrive à mais gérer en même ça, temps, je pense qu'un DiCaprio n'a peut-être pas envie. Je crois que Ouais, c'est pas le même... s'il demandait à jouer dans un Marvel, il y serait tout de suite. Je crois qu'il n'a pas envie. En même temps, moi, tu me dis, si tu veux faire milliard, je dis oui. Hein. Donc voilà. Oui, mais on sait qu'il aime aussi montrer ses grands talents d'acteur, et je pense qu'il voudrait. J'aimerais bien un jour voir DiCaprio dans un vrai. Il a fait le blockbuster, il a fait Inception, mais j'aimerais bien le voir dans un blockbuster décérébré. Ah, parce que j'allais dire, il a fait j'aimerais Titanic le aussi, c'est pas Oui, non, je parle plus jeune. Moi, je parle depuis qu'il est considéré comme un grand acteur.
il n'a pas trop envie. Je crois qu'il pourrait. Hein. Je crois que si lui le voulait. Bah lui mais aussi, je crois c'est qu'il une n'a pas gestion envie. une gestion différente. Enfin, c'est une gestion de carrière, quoi. Oui, clairement. Voilà. Eh ben, mes amis, moi j'ai passé un excellent moment avec vous. Bah ouais, merci pour l'invitation, c'était cool. Ouais, c'était bien. C'était tu cool. quittes Parlons Péloche et tu nous rejoins. Donc, parce que Non, je viens vous voir de temps en temps. Vous m'invitez. Je veux bien que l'invité du dimanche pour le. Non, mais les voilà, petits points, mais on a déjà, voilà, on a déjà fait un essai avec Fouad, ça s'est bien passé. Non, super émission. Parle-nous un peu de Parlons Péloche pour les gens qui ne vous connaissent pas. Alors Parlons Péloche, c'est un podcast cinéma, donc comme vous et nous, c'est un cinéma où on étudie chaque émission un genre cinématographique à travers nos références et 3 films sur les dernières années. On a un site, donc vous pouvez aller piocher tout ce que vous voulez, tous les genres qui vous plaisent. On fait donc le cinéma d'aujourd'hui, mais alors bon, en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc on fait aussi pareil, toujours sous le prisme du genre, les années 80, les années 90 depuis pas longtemps. Enfin voilà, je vous invite à nous écouter évidemment sur toutes les applications de podcast. Je vais te vendre un peu plus en disant aux gens que c'est un podcast extrêmement drôle mené par un animateur génial. Extraordinaire, Thomas Dezer. Thomas est top. Voilà, c'est quelqu'un qui fera certainement, il essaye, hein, mais il va réussir une petite carrière dans le One Man Show, parce que c'est quelqu'un de très drôle. Il a déjà un spectacle qui ouais, j'ai pu regarder. Il est très drôle, il est très piquant et jamais vulgaire. C'est toujours les blagues tombent vraiment pile poil. Donc si vous voulez rigoler et entendre parler de cinéma, allez écouter. Voilà, allez écouter Parlons Péloche. Vous retrouverez Béa, ici présente, notre ami Fouad qui était déjà venu, et un rire que j'espère inviter bientôt, parce que avec Greg et Antoine, ça peut faire des étincelles. Ils ont un rire. C'est possible qu'il y ait battle. Écoute, je compte sur toi pour nous avoir Antoine dans un avenir proche. Avec plaisir, certainement. Papa, ce fut un plaisir. Je t'ai dit avant l'émission que j'étais un grand fan. Donc, parle-nous un peu, dis-nous, on peut te retrouver. Eh ben, on peut me retrouver dans les podcasts du RPU, qu'on tient d'une main de maître, avec les compagnons de Benjamin, Max et Daniel, donc le RPU Robotic Podcast Universe. Et spécifiquement sur le cinéma, voilà, il y a Super Ciné Battle qu'on anime tous les 15 jours avec mon ami Daniel André. Enfin, mon ami Daniel André, faut bien le dire, hein, j'ai envie de vous dire, vous avez aujourd'hui le meilleur des deux, hein, voilà, parce qu'il est vraiment, vous y perdez pas au champ. Et là, c'est qu'il y a peu de chances qu'il écoute cette émission, donc là, c'est une attaque gratuite, il pourra même pas se défendre. Et le mieux à faire avec les gens, c'est voilà, les gens qui ne peuvent pas se défendre, ce sont les meilleurs qu'il faut attaquer. Donc voilà, non mais blague à part, le principe de Super Ciné Battle, c'est de faire la liste ultime du cinéma en toute objectivité, puisque voilà, c'est quand même un podcast avant tout objectif. On détermine quels sont les meilleurs films de façon objective et définitive du cinéma. Et puis voilà, on fait ce podcast notamment si jamais vous êtes à un moment donné à une soirée ou un dîner de famille avec votre grand-oncle un peu relou qui sait pas et qu'il y a des débats, et nous on est là pour clore le débat. Voilà, notre liste, c'est la liste ultime des films. Voilà, vous savez exactement quel film est meilleur que l'autre grâce à nous, et vous pouvez quand même nous remercier. J'y penserai la prochaine fois. Je brandirai la liste. Bah oui, voilà, tu vois, voilà. Tu regardes, tu déroules la liste ultime, le marbre, hein, comme on l'appelle, le marbre de Super Ciné Battle. Tu fais, tiens, tel film est au-dessus, il est objectivement meilleur. Il n'y a plus aucun débat possible. Et voilà. Et nous, voilà, on fait ça parce qu'on est sympa. Et on est vraiment, on a un podcast d'utilité publique. C'est ça. Et en toute bonne foi, comme on peut s'en douter. Oui, complètement. Mais c'est pas eux qui décident, c'est le divin qui passe à travers eux pour graver dans le marbre. Exactement, on grave dans le marbre. Nous c'est tel la pitié à Delphes. Hein, voilà, c'est le marbre, la puissance du cinéma s'incarne à travers nous. Voilà, nous sommes que les véhicules. Nous véhiculons la bonne parole du cinéma. Oui,
Non, mais voilà, c'est. C'est beau celui-là. Ouais, mais c'est important, tu vois, c'est très important et que les gens comprennent bien, voilà, justement tout le caractère un peu humble du projet et vraiment, comme tu l'as dit, Béa, d'extrême bonne foi. Je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Et voilà, et puis du coup, cet exercice se poursuit dans d'autres podcasts où on aborde d'autres thèmes. Il y a After Eight pour la pop culture de manière générale. On a pour la musique, on a un podcast qui est dédié entièrement à Dave Grohl, donc ancien batteur de Nirvana, chanteur des Foo Fighters, voilà, qui s'appelle le Grohlcast. Écoute, franchement, quand tu as parlé la première fois, donc j'ai écouté une émission, tu disais on va lancer un podcast sur Dave Grohl. Je suis grand fan de Dave Grohl, mais moi je me disais, moi je fais un podcast, je tiens 2 heures et puis j'ai plus rien à dire. C'est déjà pas mal. Et en fait, 2 heures de ben oui, mais tout ce qu'ils font sur Dave Grohl, en fait, je suis un peu dans la musique, donc j'ai beaucoup d'amis musiciens qui nous suivent. Beaucoup sont fans de Dave Grohl. Allez écouter le Grohlcast, vous allez vraiment passer un super moment. Et Stéphane, il en parle avec amour, donc. Merci, c'est gentil. Vous aimerez ça. J'espère en tout cas qu'ils aimeront ça. J'espère qu'ils viendront écouter. Toujours sur le rock'n'roll, d'ailleurs, on s'arrête pas là puisque le rock'n'roll est un vaste sujet, n'est-ce pas? On a un autre podcast dédié au rock'n'roll qui s'appelle Rocktogone, et là aussi c'est un podcast d'utilité publique, j'ai envie de dire. Voilà, retenez bien cette idée du service public sur RPU. C'est très très important pour nous. On est là pour vous rendre service. Où en fait, voilà, le Grohlcast, c'est on va essayer d'établir la liste ultime des meilleurs albums de rock depuis 1970 jusqu'à 2020, jusqu'à aujourd'hui. Et puis encore dans le cinéma, on a aussi évidemment Parle à Montluc. Parle à Montluc, donc c'est un podcast où nous parlons des films de Luc Besson, mais mieux que ça, encore mieux, parce que toujours pousser plus loin, on essaie de parler sur les films de Luc Besson. En fait, nous faisons des commentaires odieux des films de Luc Besson. Donc l'ambition, c'est de passer toute la filmo. Voilà, et vous regardez un film entier et vous parlez du film pendant le film, et des fois c'est super drôle. On n'avait pas pensé au film comme ça, quoi. Franchement, il y a des fois, c'est très rigolo par là, mon livre. Après, le plus compliqué, ça reste quand même pour nous de le regarder, le film. Ben c'est ça. Voilà, c'est ça la partie difficile. Nous, on peut encore faire semblant, tu vois. Exactement. On peut regarder Wikipédia, se dire ouais, on a presque regardé le film, aller voir 2-3 avis sur Amazon et faire un mélange des trois. C'est la meilleure chose à faire. Mais là, t'es obligé de regarder Luc Besson, et là, je te plains. C'est pas toujours facile, effectivement. Il y en a qui sont sympas. Oui. Mais ah non, heureusement, il a pas fait Taxi 5. Non, il a juste produit. Heureusement, parce que imagine, je vais pas se retaper Taxi 5. Imagine le refaire. Heureusement, parce que je l'ai vu dernièrement, c'est une torture. Et les amis, moi j'ai passé parce que il faut s'infliger des choses. On a un peu sadomaso. On a fait une émission sur les meilleurs films de requins et les pires. Donc nous aussi on a un épisode aussi sur les films de requins, et on a aussi un épisode sur les films de voitures où on a dû regarder Taxi 5. Oula. Mais t'as pas fait. T'as pas dû regarder des films de Brett Kelly, et ça c'est très très. On l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Et d'ailleurs, il m'a parlé sur Twitter parce que j'avais fait une vanne sur lui. Il m'a suivi et il m'a parlé. J'étais super content et je lui ai dit, je veux trop être dans un de tes films. Ouais, carrément. Mais de toute façon, tu vas faire le requin. Non, mais de toute façon, je peux pas être pire que les acteurs qui l'engagent. Donc, quand tu vois, et il m'a dit, yes, of course, why not? You can play French. Et je fais, ok. J'ai dit, ok. Donc, je suis aux États-Unis faire une apparition à un gros film de merde avec un requin. C'est bon ça. C'est très bon ça. Jeu, je sais pas quoi. Ça va être rigolo. Greg, nous on se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas encore pourquoi, parce que là, en fait, à un moment où on enregistre, c'est pour dans 3 semaines. Donc, on n'a encore aucune idée, parce qu'on est des gros flemmards avec nos sujets, on les travaille pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, tu as bien résumé la situation. Je l'ai dit sur Twitter et sur Facebook. Donc, on a Jazz qui va rejoindre l'équipe pour du bon. On a adoré Jazz qui est venu la dernière fois pour JCVD, et on est très honoré de le recevoir dans l'équipe. Là aujourd'hui il enregistrait un set alloué près de chez vous, donc avec VHS et canapé. Donc je vous conseille d'aller écouter notre ami Jazz, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Béa, à bientôt. Oui, merci, à bientôt, c'était très cool. Et Stéphane, au plaisir. Mais oui, au plaisir, merci pour l'invitation, c'était très très cool, c'était à refaire. J'espère qu'on se reverra bientôt. À bientôt les amis pour un autre épisode de Qu'est-ce qu'il vient.
Il y a un bébé qui doit faire dormir. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Ah. Bon, on s'en fout alors. Je ne fais que l'héberger. Ah bon, on s'en fout alors. J'aime bien, sorti du contexte, là, tu vois, il y a une nana dans l'émission, puis il y a un bébé. Ah, c'est pas le mien. Le mec... Énorme.